Donc j'aime beaucoup cette idée finalement d'envoyer valser le 8h, 18h dans une boîte 5 jours par semaine. Les échecs en tant qu'entrepreneur, c'est pas la même chose qu'en tant que salarié. Chaque fois, tu prends des vraies petites décharges. Et notre mission, nous, c'est de mettre tout le monde dehors. Rappelle-toi, les premiers confinements, c'était personne dehors. Même si on prend l'exemple où vous levez 10 millions, on fait quoi des 10 millions? On dit souvent, ensemble, on va plus loin, mais moi je dirais surtout quand on est seul, on prend du temps. On est en direct maintenant, hein. Non, j'arrive. À l'ancienne. Ok. Faut jamais dire quand ça commence. Tu sais jamais. Et puis en fait, là on est live. Ok. Bienvenue à tous. Bienvenue sur Maker. Je rigole pas, hein. Voilà, je vais prendre une petite minute quand même pour vous remercier tous. Ça fait que 3-4 épisodes qu'on fait et on a déjà beaucoup de retours. C'est hyper cool. Donc si vous prenez le temps de mettre un petit pouce bleu, un petit like, de s'abonner aussi, bah, c'est ce qui nous aide le plus à avoir des bons invités, même des super invités. Et puis d'avoir du bon contenu aussi. Salut. Comment Salut vas-tu? Gabriel, ça va et toi? Bah, super bien. Tu as sans transition, direct. Bienvenue dans Maker. On t'a déjà accueilli sur Growth Makers. Ouais. C'était super cool. C'était il y a 1 an, je crois. Ouais. C'était assez cool, hein. Ouais, tu On t'es avait bien vachement rigolé. embourgeoisé, je dois dire. Je sais pas si je le prends comme une qualité Je ou... suis très impressionné par tout ce matériel et toute cette disposition. Bienvenue au studio. Ouais, on vient de poser les rideaux, hein. Ok. C'est tout neuf. Mais je vois que ça fait effet à chaque fois, donc je suis assez satisfait. Ouais, ouais. Comment vas-tu? Eh ben moi, ça va super bien. Je suis très content d'être là. Ouais, Il y a plein de choses qui se sont passées depuis l'année dernière, hein. absolument. Ouais. Comme... Ouais, c'est vrai. Comme plein de choses. On va y Bah, venir. on va y venir, ouais, peu à peu quand même. Pour te présenter rapidement quand même, Ferdinand, cofondateur et CEO de Chiloé. Ouais. C'est quoi Chiloé? Eh ben Chiloé, c'est, on va dire, le média et l'agence de voyage de la micro-aventure. Ça, c'est une présentation très... L'année très... dernière, vous étiez juste le média de la micro-aventure. Ouais, t'as vu, tous les ans, on rajoute des choses. Je me demande ce que ça sera l'année prochaine. Mais ouais, nous, en gros, notre objectif depuis 4 ans maintenant, c'est de mettre le plus grand nombre de gens dehors. Et notre concept, c'est la micro-aventure. Donc, l'aventure pas très loin de chez soi, à faible impact carbone, en petits groupes, et plutôt avec autour de sports outdoor, comme la rando, le canoë ou le vélo, le surf. Et pas mal de tous ces sports que moi j'adore. En gros, j'étais tellement passionné par tous ces sports outdoor que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et voilà. Bah, on va voir tout de suite comment tu décides d'en faire ton métier. Mais ouais, juste avant ça, c'est vrai que sur Instagram, Castor Fougueux, Affirmatif. Et toi, quel est ton nom de totem d'ailleurs? Tu sais que donc Gabriel avec un G, il faut trouver un animal qui commence par un G. Bon courage, j'ai bon, envie de dire. ouais, déjà. Ouais, déjà, pour commencer. Et alors attends, en plus ton nom, Un animal avec un G. ouais, et ton nom Une c'est un G girafe, aussi. c'est super. Une girafe, très bien. Et donc Super. Gourovic, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et à ce moment-là, ça c'est l'adjectif. Donc ça sera girafe, génial, girafe, Girafe quelque génial. chose. Ok. Girafe génial, c'est beau. C'est une discussion entre girafe génial et castor fougueux. Bon courage. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ben on va quand même commencer avec quelques chiffres aussi. Ouais, alors en termes de chiffres, qu'est-ce que je peux te donner? Bah, en gros, nous on anime une communauté de 200 000 personnes. On s'adresse plutôt à des. Juste ça. Bam. 200 000 personnes. Voilà. En quoi? En 2-3 ans? En 4 ans du coup. 4 Ouais. ans maintenant. Ouais. C'est combien? C'est 50 000 sur la newsletter? 50 000 sur Insta à peu près? Ouais, c'est ça en fait, c'est assez, c'est à peu près 50 000 partout, puis c'est vachement plus sur le site internet où il y a en gros il y a pas mal de monde qui vient suivre à la fois donc notre activité média, où on déniche des bonnes idées d'aventure en France, et on essaie de raconter des histoires, de susciter des imaginaires autour de l'aventure en France, et puis qui viennent aussi, qui partent en voyage avec nous, donc qui viennent réserver une aventure chez nous. Et ça fait 200 000 personnes, c'est énorme 200 000 personnes, parce que quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était C'est 50 génial. personnes, c'était 50 copains à qui j'ai un peu forcé la main, à qui j'ai envoyé ma première newsletter dans laquelle j'ai mis, j'ai raconté ma traversée du Vercors en ski poulka, un truc absolument incroyable, où je suis parti 4 jours. Une poulka, c'est ce qu'on tire derrière soi, une sorte de traîneau dans lequel on a tous son matos, et puis je suis parti pendant 4 jours comme ça. Et je me suis dit, mais ce truc-là, il faut que je le raconte. Et je l'ai raconté dans une newsletter. Et puis j'avais mis un bouquin sympa. J'ai fait un peu d'humour, un peu de blague et tout. Et puis en fait, cette newsletter, elle a assez vite pris. Et les 50 copains sont devenus assez vite 1000, 2000, 5000 copains, 10 000 copains. Et puis ainsi de suite, ça a grandi. Et j'ai pris conscience au bout d'un certain temps qu'en fait, j'animais une communauté de gens qui partageaient les mêmes valeurs et les mêmes idées que moi. Et que nous, ensuite, vu que maintenant on est une petite équipe et qu'il y a un peu plus de monde derrière Chiloé. Mhm. Et voilà comment ça a démarré.
Et comment tu te dis, bon, t'as plus de 25 ans à l'époque? Ouais. Chut, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as plus de 25 ans, donc t'es déjà dans la vie active. T'as déjà un job et tu te dis, en fait, bah, je vais faire cette micro-aventure, j'ai envie de partir à Ouais. l'aventure, puis je vais le raconter. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que je pense que c'est un peu plus profond que ça quand même. Ouais, moi tu sais, j'ai un parcours très classique en fait. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai bossé. Pour revenir même avant d'ailleurs, enfance classique aussi, Ouais, ou déjà... en France assez classique. Pas mal de chance parce que mes parents étaient non pas des gros fanatiques de montagne ou de mer, etc. Mais on essayait de passer un peu de temps voilà, dans la nature. Et moi, très vite, au collège et au lycée, je me souviens que ma passion, c'était plutôt d'aller faire de la planche à voile ou d'aller randonner, bivouaquer avec des copains que peut-être d'aller en soirée. Hmm. Et donc très vite, j'ai eu ce goût un peu de l'aventure et d'être dans la nature. Et après mes études, j'ai eu un parcours assez classique. Je travaillais dans une grosse boîte qui s'appelle Danone. Ensuite, j'ai bossé pour une boîte de conseil. Et puis de fil en aiguille, la vie m'a amené à Barcelone, où je suis allé monter les bureaux de cette boîte de conseil. Et à Barcelone, donc avant je travaillais plutôt à Paris, j'ai découvert vraiment un mode de vie incroyable. Au-delà du temps magnifique qu'il fait toute l'année, il y avait à la fois la mer et la montagne. Et donc je passais un paquet de temps à surfer très tôt le matin, à aller faire un trail le soir, à prendre mon vélo et à partir quelques heures, etc. après le boulot. Et donc vraiment, je prends conscience que finalement, pour moi, l'aventure, la vraie aventure, c'est plutôt un mode de vie. C'est le fait de passer du temps dans la nature tout en ayant une vie assez classique, c'est-à-dire, comme pas mal d'entre nous, on travaille 5 jours par semaine et on passe pas mal de temps derrière un écran. En tout cas, c'était la personne que j'étais à l'époque qui était comme ça. Et là, je prends conscience qu'en fait, on peut réussir à mettre un peu d'aventure dans notre quotidien et qu'on n'a pas besoin d'attendre le grand voyage ou Genre les 9 mois que tu les poses et que neuf. tu fais le Voilà, tour du monde, enfin, exactement. que tu penses poser un jour dans ta vie et que tu le fais pas forcément, Exactement. ou devenir Mike Horn et partir tout seul à l'aventure. Ouais, Ce qui n'arrive... j'essaye de devenir Mike Horn, mais j'ai encore un peu de retard. Puis j'ai pas son accent. Ouais. Donc tu te rends compte à ce moment-là que tu peux mettre un peu d'aventure, mais à l'instar de toute cette mode aussi, cette tendance même de fond du digital nomadisme, où les gens vont juste vivre dans d'autres villes pendant des mois et se dire, bon, en fait, on peut allier travail et confort de vie. Ouais. Et une philosophie qui résume un peu ça, on en avait parlé la dernière fois, c'est le bouquin d'Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia. Très très bon, J'ai ouais. pas vu le livre d'ailleurs derrière moi, mais je vais t'en envoyer un exemplaire. Ça s'appelle Let My People Go Surfing. Et ce que je trouve hyper intéressant derrière ça, c'est qu'en fait, très vite, lui, il l'a théorisé chez Patagonia, c'est bah, en fait, si dans ton équipe et dans ton entreprise, les gens sont passionnés de surf, des vagues, il n'y en a pas tout le temps. C'est pas comme aller jouer au tennis ou boire des bières le soir. On peut se donner rendez-vous à 19h et il y aura toujours un terrain de tennis ou un bar pour nous servir une bière. Des vagues, il n'y en a pas tout le temps. Et donc, comment on réussit à adapter son quotidien et son emploi du temps en fonction des conditions météo? Et donc, c'est ça cette idée derrière Let My People Go Surfing et que moi, je m'applique aussi dans la vie de tous les jours. Et qu'avec l'équipe, on essaie de s'appliquer. C'est bah, quand il y a des vagues, bah, on essaie d'aller surfer. Quand il y a moi, j'habite à Annecy aujourd'hui. Quand il y a des bonnes conditions en montagne, et ben, j'en profite et je sors les skis de rando. Je pars très tôt le matin, etc. Et puis, peut-être que je bosserai un peu plus tard le soir. Peut-être que je bosserai le week-end. Donc, j'aime beaucoup cette idée finalement d'envoyer valser le 8h, 18h dans une boîte 5 jours par semaine et de venir adapter ça avec ses passions. Et surtout, quand on est passionné d'outdoor comme moi, ben, la mer, en fait, on est dépendant des saisons, on est dépendant des conditions météorologiques. Et ça, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, dans notre vie aujourd'hui, on a un peu tendance à vouloir tout maîtriser, tu vois, tout programmer, tout Mhm, planifier. mhm. Et en fait, tu peux pas planifier la bonne session de vague. Tu peux pas te dire mardi prochain, après-midi, je pose mon après-midi et je vais aller surfer. Non, ça marche pas en fait, parce que forcément, ce jour-là, il y aura pas de vague. Et donc, c'est comment tu arrives à avoir un peu de flexibilité aussi dans ton agenda et de temps en temps. Et vraiment, il y a pas mal de fois où je peux pas le faire parce que j'ai des engagements, etc. Mais j'essaye de me laisser un peu des trous dans mon agenda pour que quand il y a ces conditions, etc., j'en profite. Et j'adore cette idée d'adapter un peu ma vie à la nature. Et je finis juste là-dessus, Ouais, mais vas-y, vas-y. tu vois, beaucoup en plein hiver vont chercher le soleil un peu loin. Et moi, finalement, ce que j'aime, c'est en fait vivre un peu aligné avec les saisons. De la même manière, tu vois, c'est drôle, je pense que tout le monde bouffe, maintenant fait hyper gaffe à bouffer un peu local et de saison, les tomates en plein Mhm. hiver. Je pense qu'à l'époque, on se posait pas la question. Je pense que maintenant, c'est devenu une aberration que que de le faire. En tout cas, c'est devenu une habitude voilà, de bouffer de saison.
Bah, en fait, c'est un peu pareil pour les activités et les voyages. Tu vois, moi, l'hiver, j'adore aller faire du ski de rando, des raquettes, d'aller randonner. Ce week-end, je suis allé faire du snowboard avec ma petite fille. Je trouvais ça absolument incroyable. Bah, l'automne, j'adore aller ramasser des champignons avec des potes. J'adore aller au Brame du Cerf le soir après le boulot. Et puis, bah, l'hiver, il y a des vagues pour surfer. Il y a un peu moins de neige l'été. Alors à ce moment-là, on ressort le vélo, on fait des trucs comme ça. Et j'adore cette idée, si tu veux, de s'adapter à la saison. Et je pense qu'on a un peu perdu ce contact. C'est ce que j'allais dire, c'est Voilà. revenir à un moment donné à, à la condition de vie, à la condition de l'homme qui est plus liée à la nature. La condition qui a été vraie pendant des générations et des générations. Et ben ouais. Et puis je pense qu'on a perdu en fait, on a perdu un peu la compréhension de la nature, des cycles de la nature. Depuis assez peu de temps au final. Ça fait quoi? 4 générations? Ah, Peut-être un peu plus? c'est vrai que tu es un grand historien. Là, tu me poses une colle, mais... Non, mais le but, c'est de faire une Ouais. expérience de pensée ici, c'est de se dire, mais en fait, ça fait combien de temps qu'on est vraiment désaligné? Justement, déjà, les premières horloges, c'est à Londres en 1800, c'est ça, hein? 1800, je ne sais plus combien, pour que les trains arrivent tous à la même heure, pour que les ouvriers arrivent à l'usine en même temps, si je raconte pas de bêtises. C'est là où l'horaire devient important. Parce Ouais, qu'avant que tu arrives ouais. avec une demi-heure d'avance ou de retard, ça change pas grand-chose, hein. Enfin, on n'est pas en train de mesurer chaque rythme, de rythmer, de mesurer, de cadencer chacun de tes gestes. On s'en fiche un peu, au final. Quand tu es paysan, tu vas commencer puis tu vas finir. Mais si tu es là 10 minutes avant ou 15 minutes après, ça change pas grand-chose. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense il y a les cycles naturels, les saisons. Il y en a 4, on va dire, dans une année. Et je pense que c'était déjà des bons marqueurs, tu vois. Et je pense que pour pas mal de gens, à une époque donnée, on fonctionnait par saison. Nos Mhm. activités étaient liées à la saison, qu'on soit agriculteur, chasseur-cueilleur ou que sais-je. Mhm. Et en fait, c'est marrant. Après, on a commencé à mettre, tu vois, des jours dans l'année. Alors pourquoi on a mis 365 jours? Je serais curieux de savoir celui qui a inventé ça. Ça vient pas des. Je vais peut-être dire une bêtise, m'en voulez pas. Des Mésopotamiens, un truc comme ça, parce que c'est un peu toujours le même contexte. C'est pourquoi il y a 360 degrés dans un rond, pourquoi il y a 360 jours, et, tu vois, dans une année. Et t'as un peu toujours ce même. Je sais plus d'où ça vient, Alors, mais. je crois que c'est lié aussi à la Terre qui tourne autour du Soleil. Et je pense Mhm. qu'il y a autour de ça ça. Mais alors, après, c'est très intéressant. Pourquoi on a dit qu'il y avait 12 mois dans l'année? Pourquoi on a dit qu'il y avait des mois de 30 jours, d'autres de 31 et d'autres de 28? Pourquoi on a dit que les minutes, c'était 60 secondes? Et alors là, tu vois, donc, finalement, on a raccourci à chaque fois le temps. Et donc, presque maintenant, on réfléchit en minutes, en heures, en jours. Enfin, et alors que finalement, le temps long, c'est génial. La saison. Moi, j'adorerais te demander qu'est-ce que tu as prévu pour la saison prochaine, par exemple. Et ce qui est extraordinaire, je vais te répondre tout de suite, c'est que j'en ai absolument aucune idée. Par contre, je sais que ma prochaine semaine, elle est organisée à la minute près. Ouais, C'est l'enfer. grave. Je sais dans les 2 prochaines semaines presque à quel point chaque réunion, j'ai 5 minutes pour me prendre, c'est bon. Ensuite, je repars dans une réunion. Ensuite, j'ai un recrutement. Ensuite, il faut que je fasse un podcast. Ensuite, il faut que je prépare ça. Tu vois, de 8h30, peut-être pas exagérer, 8h30 à 19h30, je sais, tout est à peu près millimétré. Ouais, Et à 19h30, pareil, il y a le bloc où tu sais, est-ce qu'on va boire un verre ou pas. c'est ouf, hein. C'est incroyable. Ouais, Par contre, je suis incapable de te dire, parce que j'ai pas le temps de savoir où est-ce que je vais partir en vacances ou pas. ouais, T'as le droit de me dire, je sais que tu fais le regard. T'as pas le temps, c'est une question de priorité. exactement. Exactement. Donc c'est une question de priorité. Parce que je pense que ça reflète mon mode de vie, et peut-être il est un peu extrême, mais reflète beaucoup le mode de vie de n'importe quel citadin en France. N'importe quelle personne qui travaille dans du service ou. Qu'est-ce que tu nous réponds? Euh, Je te mets sur le banc comme ça, direct. ouais, non, mais cette question du temps, c'est intéressant. Enfin, c'est plus largement la question de la priorité. Moi, mon avis là-dessus, c'est marrant. Quand on a interviewé notre communauté au tout début, on leur disait, mais quels sont les freins qui font que vous partez pas suffisamment à l'aventure? Vous aimeriez partir à l'aventure, mais c'est quoi vos freins? Et alors, le premier truc, c'était j'ai pas le temps. Bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller faire ça ce week-end, Je suis en busy. soir, en Je suis semaine. Je suis occupé. busy, etc. Et effectivement, je pense qu'on est tous très occupés. Après, c'est une question de qu'est-ce qu'on met dans une journée, dans une semaine, dans un mois, etc. Donc, c'est intéressant de challenger aussi, de screener, par exemple, le mois dernier, de se dire est-ce que dans tout ce que j'ai fait le mois dernier, quelles sont les choses que j'ai envie de garder, celles que j'ai envie de retirer. Euh,
Et le premier frein, c'était le temps. Et nous, on a dit, mais le temps, on peut rien faire. La gestion des priorités, c'est vous qui allez vous dire, ce mois-ci, j'ai envie de m'accorder 2 jours, aller faire telle aventure, à partir en forêt avec des potes, aller faire une nuit en refuge, etc. Et puis alors après, il y avait d'autres freins. Et ça, pour le coup, nous, on essaye de les lever, ou en tout cas de trouver des solutions. Ça va être le manque d'idées. Parce qu'en fait, très souvent, c'est aussi lié à un manque d'idées. Tu peux avoir très envie. Encore une fois, je parle du prisme de l'aventure et de ce qu'on fait un peu au quotidien, mais tu peux avoir très envie d'aller passer une nuit en refuge cet hiver, ou d'aller au printemps bivouaquer sous la tente avec des potes ou avec ta petite amie, par exemple. Euh, le manque d'idées, nous, on essaie d'y répondre en disant... parce qu'en fait, on est hyper sollicité. En fait, il y a tellement de choses possibles à faire. C'est d'ailleurs parfois, je trouve, la vie à Paris qui est très complexe. C'est que tu as tellement de choses possibles à faire que finalement, parfois, tu as envie de rien faire ou tu ne fais rien. Tu es un peu paniqué. Tu te dis, putain, mais si je fais ça, je vais passer à côté C'est le d'un... dilemme des options. Plus tu as d'options, moins tu sais ce que tu Exactement. veux faire. Et donc, si tu te dis, déjà, mon périmètre, c'est à côté de chez moi. C'est adapté à la saison. Et du coup, c'est vachement plus simple. Les questions que tu vas te poser au mois de janvier, les solutions que tu vas trouver au mois de janvier sont pas les mêmes que tu vas trouver au mois d'avril. Et en fait, le terrain de jeu est au fond plus petit, mais le terrain de jeu, il est renouvelé tous les mois. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Donc, le manque d'idées, nous, on essaie de répondre en donnant des idées. Tu vois, on a une newsletter tous les jeudis. On essaie à chaque fois de donner des idées de trucs à la fois très concrets à faire le week-end, et puis des plus grandes idées pour faire des projets un peu plus long terme dans l'année, etc. Mais en tout cas, le manque d'idées, moi, je préfère une bonne idée que 10 idées moyennes. Et je préfère aussi qu'on me dise, il faut faire ce truc-là, ou il faut faire ces 3 trucs-là, vas-y, fonce, que tu vois les listes pléthoriques de les 50 trucs à faire, je sais pas quoi. La bucket list, le 100 list. Le 100 list, ça c'est l'enfer. Et le pire, moi je me souviens, c'est dans mes plus jeunes années où je sortais pas mal. Putain, le vieux con, quoi. Je sortais pas mal à Paris. Tu sais, tu avais un peu les trucs que faire ce week-end. Et tu avais tous les concerts, toutes les soirées, les expos, etc. Finalement, tu te disais, mais putain, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et moi, je préférais en fait la reco. Et il y a souvent des newsletters que je trouve intéressantes, ou même je sais pas, des types que je suis, tu vois, sur les réseaux sociaux qui me plaisent pas mal. À l'époque, moi, c'est peut-être plus ma génération, mais tu vois, c'était les My Little Paris, merci Alfred, qui étaient un peu les premiers dénicheurs comme ça de bons plans, et qui te disaient, en fait, il y a ce petit resto qui vient d'ouvrir, c'est une tuerie, il faut y aller. Il y a cette expo, il y a cette soirée un peu dingue à tel endroit, etc., un peu à l'extérieur de Paris. J'aime bien l'idée, en fait, de la sélection et de la curation. Et quoi, nous, on essaye beaucoup de le faire parce que je trouve il y a tellement de contenu autour de nous, tu vois, tellement de vidéos, tellement de podcasts, tellement de blogs, tellement etc. Comment tu arrives en fait à diffuser peu d'idées, mais pertinentes. Et donc voilà, moi j'aime bien cette idée de curation globalement dans ma vie. J'aime bien donner un conseil et pas en donner 10. J'aime bien aussi avoir que 2 paires de chaussures dans mon placard. J'aime bien pas avoir 6 paires enfin, 6 pantalons de couleurs différentes, parce que finalement tu vas te poser 3 milliards de questions à savoir est-ce que putain, je vais mettre le bleu, le marron, le vert, le machin, etc. Lequel va le mieux avec lequel. Exactement. En fait, comment tu diminues le nombre de choix que tu fais, et en fait en faisant ça, finalement tu génères pas mal de temps parce que tu libères de l'esprit pour certains trucs. Tu me fais penser là à Mark Zuckerberg, qui est immédiatement connu mondialement pour avoir juste un peu comme Steve Jobs à un moment donné. Je pense que c'est une légende, hein, mais pour avoir juste les mêmes paires de jeans partout et toujours le même hoodie. Ce qui fait que le matin, quand il se lève, il le dit dans l'interview, moi, j'utilise pas un seul pourcent de mon énergie à réfléchir qu'est-ce qui va bien avec quoi. Je mets juste ce hoodie et ce jean, et puis je vais travailler. Mais je crois vachement à ça. Et donc, je leur dis, et de la même manière, si tu commences à regarder... Donc, ajouter des contraintes. Ouais, et c'est la même chose en fait. En voyageant près de chez soi et 2 saisons, en fait, tu diminues vachement les options possibles. Et du coup, ça devient vachement plus simple de décider, je trouve. Parce que sinon, en fait, si tu peux toujours tout faire à n'importe quel moment de l'année, etc., en fait, c'est trop compliqué, quoi. En fait, voilà. Et c'est ça le pire, c'est que c'est trop compliqué. Mais la réalité derrière, c'est que tu le fais même pas. Et ouais, mais c'est oui, ça le pire, oui, parce que si c'était trop compliqué, mais tu faisais 1000 trucs, c'est génial. Et moi, très souvent, à l'époque, je mettais pas de pantalon, je partais au bureau sans pantalon, tu vois. Parce qu'il y a trop de trucs, je me dis, putain, fuck, allez, j'y vais en caleçon. Faut que tu nous en parles d'ailleurs, c'est le moment où tu découpes, c'est ça? Exactement, je découpe mon putain de costume, ouais. Oui, parce que avant de monter tout ça, t'as quand même une vie, on va dire, normale, comme beaucoup de gens ici à Tu Paris. veux dire qu'à l'époque, j'avais un peu plus de classe que ça, c'est ça, je sens dans ton regard, etc. Cette petite tenue outdoor
Mais oui, effectivement, à un moment donné, je décide, et c'est hyper symbolique, je décide de découper mon costume. Alors, on met plus beaucoup de costumes aujourd'hui, Mais mais tu le fais réellement. Tu découpes ton costume, tu le prends bien sûr. devant ton boss et tu le coupes comme ça. Ah Tu non, finis en caleçon. j'ai pas fait un au revoir président, etc. Je pense que ma seule audience à l'époque devait être ma nana. J'ai dit, je découpe ce costume. L'histoire ne dit pas que je l'ai recousu ensuite parce que j'avais un mariage et que j'ai dû le remettre. Non, je déconne, mais vraiment, je découpe le costume et je me dis, mais en fait, fini les costumes. Et pareil, ça fait plus simple, je vais aller bosser comme je suis et voilà. C'est quoi la prise de conscience? Parce que là, il y a quand même le avant-après. Ouais. Si tu mets une symbolique derrière un geste, ce qui est fort, hein, Mm. c'est qu'il y a quand même une prise de conscience où c'est vraiment un ras-le-bol total. Et peut-être plus qu'un ras-le-bol. Ouais, il y avait un énorme ras-le-bol. Le premier, c'était de me dire, on passe quand même un temps fou au boulot. J'ai plus le nombre d'heures en tête. 80 000 Voilà, c'est ça. Merci. On passe 80 000 heures dans notre dans vie une vie à à travailler. Bah, quand tu prends conscience de ça, tu te dis putain, j'ai quand même intérêt à bien les utiliser ces heures. Et moi, vraiment, je prends conscience à ce moment-là que les gens avec qui je travaille, mes interlocuteurs, pas mes équipes, mais tu vois, plutôt mes clients, les marques pour lesquelles je travaille. J'étais dans une boîte de conseil, donc on accompagnait des marques, etc. J'étais pas du tout aligné avec eux. Et je me dis, c'est quand même con de passer toutes mes journées à bosser avec des gens dont je partage pas, si tu veux, les valeurs, la vision, etc. Donc le premier truc, moi, c'était un vrai alignement. Tu sais, on parle souvent de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, je sais pas, t'es engagé dans ta transition écologique, etc. Et puis, tu te craques un gros burger chez McDo et tu te prends un avion et tu te pètes un avion pour aller prendre le soleil au milieu de l'hiver. Mhm. Et puis à côté de ça, la semaine d'après, tu as un régime végétarien et tu fais un peu gaffe à la manière de taper. En fait, la dissonance cognitive, c'est tout ce que tu fais qui sont des petits désalignements avec ce que tu penses. Et je trouve ça hyper intéressant. Pareil, en fait, en faisant ça, tu simplifies vachement ta vie. C'est de dire, c'est de se dire quels sont en fait mes fondamentaux. Moi, je suis arrivé dans l'entrepreneuriat comme ça. Je me suis pas dit, si tu veux, je vais monter la nouvelle licorne du siècle, je vais monter telle solution, etc., qui va répondre à tel problème. Ça n'a jamais été ça. Euh, Moi, je me suis dit, c'est quoi mes enjeux? Mes enjeux à l'époque, c'était comment j'arrive à faire de mon job un truc lié à ma passion, à l'outdoor. Donc, il fallait qu'il y ait de l'outdoor, de la nature. Comment ça a du sens pour l'environnement et pour la planète. Et enfin, le troisième, c'est qu'il y ait de la créativité. J'étais ingénieur, ma seule créativité, c'était les tableaux Excel que je faisais. C'était un peu limité. Donc, je me dis, si je peux réussir à avoir... Et je dis un quatrième, mais les deux premiers étaient un peu liés, c'est il faut que ce soit du business au bon sens du terme. C'est-à-dire que moi, je rêvais, si tu veux, de créer une boîte, d'avoir des objectifs financiers, une équipe, etc., de grandir dans le bon sens du terme, tu vois. Euh, et donc, en fait, je prends conscience. Et donc, je me dis, ben voilà, c'est simple. Moi, en fait, si mes piliers, c'est la créativité, l'environnement, la nature et du business, il faut que je trouve une idée en rapport avec ça. Et à ce moment-là, je suis parti sur l'idée de Chiloé. C'est hyper intéressant comme introspection. Là, il y a un vrai Ouais. chemin introspectif. Est-ce que tu pourrais donner des étapes ou est-ce que tu t'es posé des questions précises? Est-ce que tu as même suivi, je sais pas, des programmes, peu Mm. importe, justement pour aboutir à cette conclusion? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions. On se les pose d'ailleurs peut-être même tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Ouais. Tu commences par où? Parce que ces valeurs en fait qui sont fortes, avant de les trouver, c'est des esquisses, tu vois, c'est un peu brouillon. Et puis peu à peu, tu dis, ah, mais en fait, souvent c'est face à de l'adversité d'ailleurs, Mm. bam, tu te le prends en pleine Mm. tête, Mm. tu dis, ah non, mais en fait, moi je suis pas ça, c'est ça. Alors, moi, je crois qu'il y a trois étapes en fait pour s'engager vers du changement et initier un grand changement ou se réaligner avec ses valeurs. Euh, Après, on peut voir peut-être des outils plus techniques qui m'ont aidé à l'époque. Mm. Moi, je crois qu'il y a en fait ces trois phases, c'est l'inspiration, l'introspection et le passage à l'action. En gros, l'inspiration, c'est s'inspirer, c'est-à-dire regarder, écouter des gens qui ont des parcours différents et qui nous inspirent. Et en fait, se dire, putain, ces mecs-là, ils m'inspirent, c'est à ces gars-là que je veux ressembler. Et donc, j'ai envie de passer à l'action. Tu vois, moi, à l'époque, par exemple, un type comme Sébastien Kopp, le fondateur de Veja, c'était un mec vraiment qui m'inspirait beaucoup. Je suis allé jusqu'à le rencontrer. On a pas mal papoté. Et en fait, je me suis dit, putain, mais j'adore ce mec, j'adore ce qu'il fait. J'adore l'aventure et le projet qu'ils ont créé. Donc ça, c'est l'inspiration. C'est comment on se nourrit d'initiatives et de choses qu'on aime bien. Et très souvent, les gens, ils font que cette partie d'inspiration. La deuxième partie, qui est la plus difficile, c'est l'introspection. Comment tout ce que je viens de voir et tout ce que je viens d'écouter est lié à ce que je suis. C'est-à-dire, finalement, c'est quoi mes forces, mes faiblesses, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes enjeux, qu'est-ce que j'ai envie, par exemple, qu'on dise de moi dans 30 ans,
qu'est-ce que j'aimerais, en regardant ce que j'ai fait de mes 30 dernières années, qu'est-ce que j'aimerais voir dans ce que j'ai fait. Et donc ça, c'est l'introspection. Et cette phase-là, c'est la plus difficile, parce que c'est la phase où on est un peu tout seul avec soi-même. Et on se regarde et on se dit, putain, bon, ok. Bah, Sébastien Copp, c'est absolument génial ce qu'il a fait, pour parler d'un entrepreneur et plutôt business. Euh, euh, mais alors, en quoi moi, je ne peux pas faire la même chose. Lui, il a trouvé son parcours. Comment je vais trouver le mien? Et donc, l'introspection. Et là, il y a pas mal d'outils là-dessus. Et tu sais, on parle souvent de bilan de compétences ou de choses comme Mhm. ça. Il y a des bouquins intéressants. Alors, je n'ai pas des bouquins précis en tête. Mais c'est juste à un moment donné de se prendre un peu de temps chaque semaine et de se dire en quoi ce qui m'inspire. Et en fait, ce qui m'inspire, c'est quoi? Ce qui m'inspire, c'est ce qui me file de l'énergie. Tu sais, parfois, tu écoutes un podcast, tu vois une vidéo, tu vois un film, etc. Il y a un truc qui te fout une patate, qui te chatouille. Tu te dis putain, mais c'est ça que je veux faire. Tu fais un dîner avec des potes, tu rencontres une personne dans un bar et tu te dis putain, j'adore ce gars, j'adore cette rencontre. Ça, c'est inspirant. Donc, ça, déjà, il faut le cocher, il faut se dire. Et après, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est inspirant. Et là, on trouve très vite pourquoi. Parce que en tout cas, on essaie de trouver les liens avec ce qui nous a inspiré. Et enfin, le troisième, c'est le passage à l'action. Et c'est aussi une étape que beaucoup de gens oublient ou arrêtent. On est inspiré, on a envie de changer, je sais pas, de monter une asso, de monter une boîte, de devenir intrapreneur, de lancer un collectif, de lancer un podcast, une chaîne YouTube, etc. Mais en tout cas, de faire des choses de ses mains et soi-même. Et puis en fait, à un moment donné, on se dit, mais non, c'est pas pour moi. Voilà. C'est Je vais- dur, le c'est dur. passage à l'action. Ouais. Parce que les autres vont nous juger, mais on va aussi surtout se juger soi-même. Parce que là, on dit étape 2, c'est l'introspection. Ouais. Le truc où, si on faisait un petit tunnel de conversion, étape numéro 1, je pense qu'il y a 100% des gens qui se chauffent. Ouais. Étape numéro 2, on en perd Ouais. déjà Ouais. bien 50. Ouais. Mais l'étape numéro 3, là, tu perds 99. Parce que je pense qu'il y a ce moment où quand tu as mis sur la table qui tu es, tes valeurs, etc., ben après, il faut décider de qui tu n'es plus. C'est ça, je pense aussi, le sujet. C'est qu'il faut décider qu'il y a des valeurs qui sont pas bonnes, qui ont pu t'attirer, Ouais. mais que c'est pas. En fait, tu continues à prendre cette direction, c'est antinomique, ça ne peut pas aller avec l'autre direction. Tu peux pas continuer à. Je vais prendre un exemple complètement au hasard. À être sur Paris et à faire la fête tous les soirs et à finir en hangover tous les matins, et en même temps vouloir monter un site et un média de micro-aventure. Là, il y a une dissonance. Là, On il y a parle une de vraie dissonance dissonance. Ouais. cognitive. Ouais. Ouais. Et c'est normal qu'à un moment donné, peut-être que ça soit ensemble, mais à un moment donné, faut faire un choix. Qui on est, qui on n'est plus. Choisir, c'est renoncer, tu as parfaitement raison. Et tu vois encore, c'est l'histoire Comment tu de... fais ce choix? Parce qu'en fait, il est là le point, c'est que c'est justement cette introspection, elle arrive au bout. Enfin, l'action le plus difficile, oui, c'est de créer un podcast, faut le faire voir aux autres. Mm. Mais le plus dur, c'est d'être vrai. Et quand on est vrai, on va forcément se faire juger. Moi, ma sensation, c'est que si justement tu as fait un travail d'introspection sur tes valeurs, tes enjeux, les métiers que tu as envie de faire, ce que tu as envie de pas faire, etc., et ben en fait, tu vas arriver à une décision ou en tout cas à un fil rouge. Et ça va être tellement cohérent qu'en fait, tu vas pas dévier. Moi, je crois que la grosse difficulté, c'est que si tu arrives dans l'entrepreneuriat ou quand tu lances un truc, etc., mais que tu n'es pas suffisamment aligné, que tu n'as peut-être pas pris suffisamment de temps aussi entre ta vie d'avant et cette nouvelle vie et tout, bah en fait, soit tu vas arrêter rapidement, soit en fait, tu vas t'épuiser. Parce qu'en fait, tu te rends compte que bah, c'est surtout la vie d'entrepreneur, on fait pas exactement ce qu'on veut, donc tu as intérêt quand même à bien choisir ton produit, les gens avec qui tu bosses, Hmm. tes interlocuteurs, etc. L'endroit où tu vas travailler, qui est primordial en fait. Si à un moment donné tu veux faire un truc sur la nature, bah, c'est pour ça que moi je suis allé m'installer à Annecy notamment, parce que je suis vachement plus au milieu de mon terrain de jeu, quoi. Mais donc en gros, ma sensation, et on parle de 80 000 heures dans une vie travaillée, l'entrepreneuriat, on fait des semaines extrêmement longues, extrêmement complexes. Il y a des hauts et des bas, on y reviendra peut-être. Il y a un moment donné, il faut quand même que le truc que tu vas faire te plaise. Et donc, moi, ma sensation, c'est que il faut plutôt passer vachement de temps à faire de l'introspection. Le travail d'inspiration, en fait, on le fait continuellement. C'est comment dans nos vies, etc., on s'inspire, on se cultive, etc. Mais l'introspection, il faut que ça dure un peu. Il faut que ça dure un peu, il faut l'éprouver, etc. Il faut se retrouver un peu seul, il faut aller marcher seul, il faut... Le risque, c'est qu'en fait, l'introspection, ça ne marche pas si on fait cet exercice avec d'autres. Faire un travail d'introspection à 2 ou à 3 autour d'une bière avec des copains, ça ne marche pas parce que chacun va donner son avis. Et donc, à la fin, c'est plus ta décision, mais c'est ah, mais ouais, je t'imagine bien faire ça. Ou attends, mais t'imagines si tu fais ça, Et tu puis au vas bout quand de même deux bières, de toute façon, tu as déjà oublié ce que tu racontais au passage. au Mais en plus, passage. et surtout, tu vas repartir en disant mais attends, ouais, en fait, je vais quand même peut-être gagner moins d'argent.
Ah, je vais faire une croix là-dessus, je vais peut-être devoir revendre mon appart. Putain, merde. Ah bah attends. En fait, mes envies d'entrepreneuriat, on Ça verra se un fait peu plus seul, tard, ouais. quoi. Ça Donc, se fait seul. faut le faire tout seul. Et je pense que comme ça, tu maximises tes chances de passer à l'action. Et puis après, je crois qu'on a tous, à un moment donné dans nos vies, des énergies, des trucs, etc., des disponibilités pour faire ça. Certains, c'est très tôt. Voilà, ça peut être au lycée, ça peut être pendant des études, ça peut être plus tard, ça peut être avec 3 enfants. Mais il y a des moments donnés, en fait, on sent qu'on est prêt. Et ça, pareil, je crois que c'est très différent chez chacun. Et alors, de se dire, putain, mais lui, ah, mais pour réussir, il faut commencer tôt. Ah, bah là, c'est trop tard, ça y est, j'ai 2 crédits, de machin, etc. Bah, en fait, oui, fondamentalement, plus tu avances dans la vie et plus tu as des contraintes, etc. Mais il y a des super success stories, etc., de gens qui tardivement sentent que c'est le bon moment et ils vont. Et en fait, il n'y a pas de bon et de mauvais moment. Je crois que surtout, si tu entreprends tardivement, bah en fait, toute l'expérience que tu as accumulée avant, elle est bénéfique. Et tu vas faire un paquet de conneries en moins que si tu entreprends À 17, à 20, 17-20 25 ans. ans, où en fait, tu vas aller te C'est taper la super tête un aussi, mais peu tu te tapes la contre un tête mur. Ouais, exactement. exactement. Mm. Juste plus vite. Ouais. Moi, ma propre expérience, c'est j'ai toujours été entrepreneur, dès 20 Ok. ans. Bah, j'en arrive bientôt à 30 et je me dis, ouais, il y a plein de trucs où ça fait mal. Parce que les échecs en tant qu'entrepreneur, c'est pas la même chose qu'en tant que salarié. À chaque fois, tu prends des vraies petites décharges, hein, Ouais. voire plus que des décharges. T'en fais des nuits blanches. Donc à 22, 23 ans, t'as pas forcément envie de ça. Et on discutait avec qui d'ailleurs? Je crois avec Maud de Green God qui est venue sur l'émission il y a pas Ok. longtemps. Ouais. Et je disais, mais je me suis rendu compte d'un truc quand même, un truc qui est quand même incroyable, hein. C'est que beaucoup, voire 99% des gens que j'interviewe et qui font des trucs assez cool ont plus de 30 ans. Alors, j'en tire pas de grandes règles, parce que je pense profondément il faut entreprendre dès qu'on le sent, et plus de jeune c'est, mieux c'est, parce qu'il y a toujours des exceptions dans la règle. Mais en général, il y a quand même ce temps d'apprentissage, comme tu dis, de se trouver. Là, on met le doigt sur quelque chose d'assez important. C'est que moi, je sais qu'à 20 ans, je faisais plein de trucs, mais j'en avais absolument aucune idée pourquoi. Je faisais du growth, j'ai fait une agence, j'ai fait un truc, mais je comprenais même pas pourquoi. J'ai fait une application pour sortir justement au dernier moment. Tu sais, tu parlais de, j'aimais bien les trucs quand c'est les applications, quand c'est curé, ça c'est sélectionné. J'avais vu qu'il y avait un truc super à Londres. Ils te donnaient 3 plans pour les 2 soirs qui Ouais, arrivaient. génial. Et c'était exceptionnel puisque tu avais les 3 plans qui étaient parfaits. Ça peut être juste un spectacle, une teuf ou je ne sais quoi. Puis c'est moins cher, puisque évidemment les gens, enfin les venues, ils ont envie de te le vendre moins cher parce qu'ils savent que ce qui n'est pas vendu dans les 24 prochaines heures, c'est mort. Ouais. De l'autre côté, les gens sont chauds pour payer moins cher. Ouais. Donc c'était assez cool. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est le seul truc que je comprenais, tu vois, à 20 ans. Moi, je l'aime bien cette application. Elle est où là? Ça s'appelle en... Ah bah elle n'existe plus Ça malheureusement. s'appelait comment? Aux US. À Londres, ça s'appelait Yplan. Nous, on l'avait appelé Sally, il me semble. Et en fait, on n'est jamais allé très loin parce que pour la simple et bonne raison que j'avais 20 ans, je connaissais absolument rien, j'avais pas de réseau. Hmm. Mais c'est bête, hein, mais j'avais pas de Hmm. réseau, donc chaque chose est hyper dure. Et c'est il y a presque 10 ans. Il y a presque 10 ans, c'est bête, mais trouver un dev, aujourd'hui c'est dur. Il y a 10 ans, dev mobile, c'était vraiment. J'ai passé un an ici. On a à peine commencé, puis on s'est dit en fait non, c'est trop dur. Enfin, bref. Tu sais, je crois beaucoup aussi à ce truc de la montagne. Tu sais, quand tu fais un peu de ski de rando ou d'alpi, si tu n'en as jamais fait, aller faire une montagne un peu complexe, tu vois, un peu engagée, je sais pas, moi, aller faire l'ascension du dôme des Écrins en ski de rando quand tu n'as jamais fait de ski de rando, tu vas te casser un peu le nez, quoi. Et j'aime bien cette idée un peu des petits pas. De la même manière qu'en fait, finalement, lancer une appli quand tu sais pas coder et que t'as pas forcément le réseau et que le bon pote qui est codeur, etc., le risque, c'est qu'à un moment donné, soit tu vas t'épuiser, soit tu vas faire de la merde, tu vas être hyper Exactement. insatisfait. Les gens autour de toi vont être insatisfaits. Tu vas dire, putain, c'est bizarre, il me parle pas de mon appli, il l'utilise pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc j'aime bien cette idée un peu des petits pas et de commencer simple. Et tu vois, moi, j'étais pas entrepreneur, je n'ai pas d'une famille d'entrepreneurs. Et Chilo, ça a démarré avec une newsletter. Une newsletter, bon, n'importe qui peut écrire une newsletter en fait. T'écris, tu racontes des choses, etc. T'envoies. Ça, elle est quand même vachement drôle, hein. Je recommande à tout le monde d'aller la lire, elle est quand même Ouais, vachement c'est sympa. Mais ouais, inscrivez-vous. Mais en fait, j'ai commencé simple. Et puis finalement, en racontant l'état d'esprit de mon projet, on a construit ensuite. C'est-à-dire que finalement, quand je reviens en arrière, moi, je fais une digression là-dessus, tu vois, mais souvent, je discute avec des potes ou voilà, du réseau qui me disent bah, moi, je vais monter une boîte, etc. J'ai envie de faire ce truc-là, etc. J'ose pas trop en parler, c'est un peu une idée, mais je veux pas trop en parler. Tout. Et puis, cette période, elle dure vachement longtemps. Alors, tu revois ton pote, tu dis bah, au bout de 6 mois, alors, t'en es où de ton projet, etc. Ah non, ça arrive et tout, je suis pas encore prêt, je suis en train de finaliser les trucs, etc.
Et moi, je dis, mais en fait, mon seul conseil là-dessus, c'est de dire, mais en fait, raconte ce que tu es en train de faire. Parce qu'en fait, comment tu vas fédérer tes premiers clients de ton service, de ton produit, etc. C'est en fait en racontant ton histoire. Aujourd'hui, on veut des histoires, on achète des histoires, on n'achète pas une paire de chaussures, on achète l'histoire qui va avec les chaussures. On n'achète pas une doudoune Patagonia parce que c'est une doudoune, on l'achète parce qu'avec cette doudoune Patagonia, on fait partie d'une communauté et elle va nous permettre de vivre des expériences incroyables dans la nature. Et quand tu pars avec Chiloé en voyage, etc., il y a plein de gens qui proposent aujourd'hui des voyages, des aventures, etc., comme on propose. Mais finalement, quand tu pars avec Chiloé, tu adhères à une communauté et à l'histoire qu'il y a derrière et aux valeurs et tout. Et donc ça, je crois que c'est quand même intéressant de... Et tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important, d'autant plus en 2022, avec les réseaux sociaux rois et le contenu roi. Ouais. C'est qu'en fait, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait une autre façon de commencer une entreprise que en essayant de raconter quelque chose. Ouais. Peu importe de quelle manière. Ouais. TikTok, Instagram, des posts sur LinkedIn, peu importe quoi. Je vais faire une petite discrétion aussi sur nous, ce qu'on fait ici. Tu vois, on fait des formations, Ouais. on produit aussi du contenu, donc là, studio, mais aussi pour des sponsors. Et je me rends compte d'un truc, c'est que tout ça, c'est grâce au tout premier podcast d'il y a 4 ans. Parce que j'ai décidé de me dire, tiens, ça m'intéresse de voir comment on fait le marketing de demain. Comment ils font ces startups. Mais sans ça, ça paraît délirant, parce que d'avoir une communauté sur des trucs aussi techniques, moi, je reviens toujours pas. Mais Ouais, tu as des gens qui sont prêts à se farcir de 30, 40 minutes de LTV, CAC, je sais pas quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout ça pour dire que, heureusement qu'il y a ça, aujourd'hui, on pourrait pas avoir 10-15 personnes ici. Sinon, on doit lever. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est presque binaire. Je vois pas comment, si on n'emprunte pas ou on n'a pas d'argent, ou peu d'argent, si on crée pas de contenu, je vois même pas comment, enfin, à quel moment on crée Et t'as dit un truc super, en une fait, aventure. le contenu, c'est gratuit, en tout cas, c'est un truc qu'on peut tous faire. Il y a plein de moyens de faire du contenu. Tu dis, voilà, que ça peut être un podcast, un article sur Medium ou sur les réseaux sociaux. Et on peut tous le faire rapidement. Et en fait, c'est super bien pour tester une idée. Et je pense que toi, c'est là où c'était génie. Et en fait, tu as senti, à mon avis, qu'il y avait. Tu es un serial entrepreneur, donc tu as testé plein de trucs avant, etc. La preuve, c'est que cette appli, tu l'as ratée parce que Il tu y as a plein senti au d'autres bout trucs, et d'un il y en moment. a plein Et je d'autres, hein. pense qu'il y en a plein d'autres. Et, mais il faudrait que tu le racontes quand même. Et ouais, tu as senti en fait que ce dernier sujet, l'entrepreneuriat, le gros, etc., tu étais capable d'embarquer là-dedans et qu'en fait, c'était des questions quand même que tout le monde se posait. Et en fait, je pense que. Enfin, moi, je trouve ça génial. Tu sais, en fait, on revient toujours à ce truc-là de faire des choses soi-même. En fait, qu'est-ce que c'est kiffant? Moi, quand je vois des potes artisans, ébénistes, agriculteurs, qui font de la bière, brasseurs, je suis hyper impressionné parce qu'en fait, ils ont une patate et une énergie. En fait, ils font les trucs eux-mêmes. Je trouve ça ouf. En fait, à un moment donné dans sa vie, si tu regardes, quelles sont les choses que tu fais toi-même? Est-ce que tu crées ta propre bouffe? Au sens, est-ce que tu fais produire tes propres légumes? Est-ce que tu as construit ta maison? Est-ce que tu es capable de réparer ta voiture? Enfin, il y a très peu de choses qu'on est capable de faire soi-même. Et en fait, c'est ça qui est cool avec l'entrepreneuriat, surtout dans la manière dont tu le fais, et peut-être dans la manière dont j'ai commencé, c'est qu'en fait, on peut démarrer en étant soi-même, avec les moyens du bord. Moi, à l'époque, je savais écrire. Si j'avais été un super codeur ou un super vidéaste, j'aurais fait différemment. D'ailleurs, c'est intéressant. Un ingénieur qui sait écrire. Exceptionnel. Très rare. Mais je me pose du coup maintenant quand même la question pourquoi j'ai fait une école d'ingénieur. Et je devais être assez original à l'époque. Mais je crois que mes meilleures notes étaient d'ailleurs sur les sujets un peu littéraires. Il y en avait quelques-uns en école d'ingénieur. Mais ouais, je pense que on peut démarrer simplement et voilà. Donc on était sur cette idée des petits pas et de se dire qu'il y a un moment donné, quand tu pars en montagne, ça sert à rien de te mettre dans le dur trop tôt parce qu'en fait tu vas vite exploser. Tu la connais, tu pars comme une balle, Tu finis comme comme une douille. tu finis comme une douille. Ça, c'était Quel mon. poète. Ouais, ça, c'était. Comment il s'appelle? Il nous écoute certainement pas. C'était un guide de haute montagne quand on Clint était allé Eastwood. faire les. Même pas, même pas. Même C'était pas, c'était mon un guide guide de de haute haute montagne, montagne. c'est ça. Ok. Ah ouais, de Chamonix, quand on était allé faire. Qu'est-ce qu'on était allé faire? Grand Paradis. Si tu Ok, vois. génial. Ah, Ouais. c'est un beau 4000. Et donc voilà, c'est un joli 4000. Et il nous avait dit, les gars, allez-y, hein, allez-y, vous êtes mignons les petits Parisiens. Ceux qui partent comme des balles, ils finissent comme des douilles. Tout le temps. Donc ça veut dire, en gros, tu finis pas. Tout Ouais, simplement. ouais. Bon, petite digression faite. Tu mets le doigt sur quelque chose, encore une fois, de l'importance du craft, l'importance de créer Mm. avec ses mains, avec son esprit, peu importe la matière travaillée. Comment tu fais dans un esprit de croissance quand même, on va dire économique? Pas de scale,
pas de licorne, Mm. mais de dire en fait, moi, mon aventure, mon projet, ma mission, plus elle peut aider de gens, mieux c'est. Donc, forcément, il faut que l'équipe grandisse. Mm. Toi, ton craft, on va dire ce qui te fait kiffer, le plaisir aussi que tu prends, ça peut être d'écrire une newsletter. Mm. Tu fais comment quand tu commences à avoir 10, 15, 20, 25 personnes? Puisque forcément, ça amène d'autres problématiques plutôt, qui sont de manager, de recruter, de gérer l'humain, le social. Comment tu fais pour pas perdre justement de vue et ouais, de pas perdre cette envie et ce plaisir justement? Bah, c'est une bonne question, hein. Je pense que de toute façon, tout le monde se la pose un peu à un moment donné quand tu grandis, quand tu as créé une boîte, ta structure, tu grandis, etc. Il y a forcément des choses que tu perds. Il y a aussi plein de choses que tu gagnes. Et quelqu'un me disait l'autre jour, il me disait, moi, j'adore réussir à travers les autres. Ah, je trouve ça génial. C'est-à-dire que finalement, quand tu fais les choses toi-même, ben, tout ce que tu réussis, c'est grâce à toi, puis tout ce que tu merdes, c'est à cause de toi. Et quand tu grandis, ben, tout ce que tu réussis, c'est grâce aux autres. Et d'ailleurs, on dit souvent tout ce que tu merdes, c'est encore à cause de toi. C'est pas à cause des autres. Mais ça, on a tendance à l'oublier. Et du coup, ça, c'est une vraie question. C'est la différence probablement entre le créatif, l'artisan qui a envie d'être seul aux manettes de ce qu'il fait. Et puis celui qui a envie de grandir ou qui a envie de faire grandir, etc. Mais comme tu dis, il y a un moment donné, en fait, dans tout ce qu'on fait, on a envie d'avoir de l'impact. On a envie qu'il y ait un peu plus de monde qui nous suive. On a envie d'emmener voyager un peu plus de monde. On a envie de raconter des histoires qui sont lues par un peu plus de monde, etc. Donc, il y a un moment donné, tu grandis pour augmenter ton impact. Et donc, en fait, tu y trouves un certain plaisir parce que du coup, tu as cette sensation de grandir. Mais je pense que ça, c'est une vraie question à se poser assez tôt. C'est de se dire, est-ce que on a envie de bosser en équipe demain? Est-ce qu'on a envie d'accepter que les sujets qui nous... Moi, ce qui m'éclatait, hein, c'était d'écrire cette newsletter tous les jeudis matins. J'y mettais une énergie de malade, l'humour que je voulais, ça ressemblait exactement à ce que je voulais, le design, le truc, etc. Au début, je créais je créais tous les séjours sur Chiloé, donc ça ressemblait exactement à ce que je voulais. Puis, à un moment donné, tu grandis. Et bien là, finalement, ton job, ça devient de comment t'infuses finalement, etc. Tu deviens à la fois un peu garde-fou des idées, des valeurs, du concept, et comment tu grandis et comment tu réussis à travers les autres. Et donc là, pour toi, la suite, ce serait quoi? Mais nous, la suite, si tu veux, moi je dis toujours, on n'est pas une licorne, on est un putain de bouquetin. Au sens où, en fait, on ne sait faire qu'une chose, c'est faire un pas après l'autre. Ça fait 4 ans que j'ai démarré Chiloé. Certains seraient allés beaucoup plus vite que nous. Euh, Ouais, je me rappelle d'ailleurs. J'avais des conversations avec Thibaut ouais, qui me parlait du site web, machin truc, et je me disais, ouais, moi j'étais en mode scale up, faut y aller à fond et tout. Je me disais, mais pourquoi ils mettent tant de temps à sortir un site web? Faut y aller là, les gars, ouais. et machin, et truc. Et puis au final, pourquoi pas? Bah, en fait, j'aime bien l'idée de. Encore une fois, on crée une histoire avec Chiloé. Et puis en fait, nous, on grandit avec notre communauté. Et du coup, ben, on apprend à mieux connaître notre communauté. Notre communauté, elle a des envies, des attentes. Et donc, c'est pour ça que ça va répondre à ce qu'on va faire demain sur Chiloé. Mais on a parlé des freins tout à l'heure, le manque de temps, le manque d'idées. Il y avait le manque de gens avec qui partir. Donc, tu vois, le manque d'idées, on a fait un média. Donc, on a créé un média. C'est d'abord une newsletter, puis un site internet sur lequel tu trouvais les meilleures idées d'aventure Oui, en les France. freins pour partir, ouais, ça pourrait être Les freins communautaire. pour. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on a fait cette activité de média. Voilà, on a fourni des idées, des infos pratiques, avec une bonne curation, une bonne sélection, etc. Puis, un des autres freins, c'était le manque de gens motivés et dispo avec qui partir. Quand tu parles de ton expérience de 4000 au Grand Paradis, J'étais avec mes frères, mais évidemment, si j'étais pas avec eux, avec qui tu avec l'aurais qui je fait? l'aurais fait. Et alors aujourd'hui, peut-être que tes frères, tu vois, ils sont moins dispo, c'est peut-être plus dans le délire et vous habitez plus au même endroit, etc. Donc finalement, avec qui tu vas aller faire ta prochaine aventure? Et donc c'est comme ça que nous, si tu veux, on a créé le terme agence de voyage est complètement désuet, mais on a créé des séjours, des expériences outdoor dans la nature pour que notre communauté puisse partir avec des gens dans le même état d'esprit. Parce que finalement, on nous disait, ben ouais, mais je suis persuadé que les gens qui lisent la newsletter, qui sont dans la communauté de Chiloé, sont hyper sympas, j'ai envie de partir avec eux. Donc au début, on a fait pas mal d'événements. Tu vois, type événement le soir, après le boulot. On a fait un super festival à la Fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand il y a un an. C'était incroyable, et quasi Ça, faut 5000 qu'on en parle. personnes. Faut qu'on en parle. C'était un truc de grand malade, et c'était en plus pendant ces périodes voilà, de Covid-19, dans des moments un peu compliqués quand tu fais de l'événementiel. Euh,
Et en fait, à chaque fois, on se disait, mais la valeur de Chiloé, c'est sa communauté. On a des gens incroyables autour de nous. Et donc, on a créé cette partie Agence de voyage. Et demain, si on se projette, mon rêve, il y en aura, et on est en train d'y travailler, il y aura des lieux, Chiloé, dans la nature, où tu pourras aller réserver une cabane, aller faire des choses, etc., pas très loin des grandes villes. Je vois deux choses que j'ai envie d'ajouter à ce que je disais tout à l'heure. Donc, si je repense sur pourquoi ils vont pas aussi vite, etc. En fait, c'est il y a une seule réponse à ça, et elle est logique. C'est que même si on prend l'exemple où vous levez 10 millions, mais t'en fais quoi des 10 millions? Tu peux pas la scaler plus vite, ta communauté, par exemple. Enfin, ça dénaturerait complètement le projet. Exactement. Donc ta communauté, moralité, elle se dit, mais qu'est-ce que tu me fais? Enfin, donc tu vas ouvrir 10 pays. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il ouvre 10 pays? Tu vois, c'est que... Et donc, en fait, quand tu y penses, évidemment qu'il faut y aller petit peu par petit peu. Et c'est marrant parce que ça résonne sur nous, ce qu'on fait aussi ici, mais ça n'a rien à voir. C'est que vu qu'on grandit que avec la communauté, même si on levait, on pourrait pas aller plus vite que la musique. Parce que les gens n'ont pas besoin de se former. Enfin, on a beau mettre 10 millions, ils vont dire, t'es bien gentil, moi je me forme une fois dans l'année, c'est déjà pas mal. Pas me former 10 fois, enfin, même si on vous aime beaucoup. Ça va quand même avec. Ouais, c'est clair. Et donc, ça fait finalement 1000 fois plus sens d'y aller avec le rythme des saisons, avec un rythme plus naturel, pour un projet qui se veut quand même aussi proche. Ouais, et en plus, tu vois, moi je dis toujours, en fait, on a le temps, on sera là dans 30 ans. Ah, c'est facile à dire aujourd'hui. Et vous Je avez pense le que temps. plusieurs fois par semaine, je me suis posé les questions, je me les pose encore de tout arrêter. Parce qu'il y a des moments très difficiles dans la vie d'un entrepreneur. Il y a des échecs, des succès, des trucs qui se passent bien, des trucs qui se passent moins bien, de la fatigue, de la frustration de ne pas avancer assez vite. Et puis, je pense qu'on est aussi bercé par des histoires parfois très successful ou en tout cas un peu dingue, quoi, tu vois. On parle que de grosses levées de fonds et de hein. Et je Mhm. pense qu'il y a une réalité aussi qu'il faut pas oublier de l'entrepreneuriat. Mais nous, on sera là dans 30 ans, donc en fait, on va prendre le temps qu'il faut. Et je pense Et que vous serez là dans... les bases sont solides en fait. Je pense que quand tu prends du temps à construire les bases, quand tu as crafté toi-même ta première newsletter, ta première expérience, quand tu as organisé ton premier festival, quand tu commences à designer tes premiers produits, on commence à designer des produits. Quand je dis des produits, tu vois, ça peut être du textile, des accessoires, etc. pour la nature. Parce qu'en fait, finalement, c'est évident. Les gens, dans notre communauté, on sait à peu près quels sont leurs besoins en termes de produits, d'accessoires, Mhm. de pratiques, outdoor, etc. Donc, on commence à se dire, mais en fait, pourquoi on ne designerait pas une super veste, Que tu ailles d'ailleurs sur un toi. paddle? Je vois une veste Chiloé, tu sais, t'as de la chance, il y a la cam et tout, donc... Euh, et... et oui, parce que je te dis, donc si tu lèves 10 millions, tu peux pas aller beaucoup plus vite. Bon, je vais quand même nuancer mon propos, parce que vous avez levé 2 millions, 2 millions et demi, avec la famille Le Marchand, qui sont ni plus ni moins que les créateurs de Nature et Découverte. Ouais, Joli, ouais, c'est magnifique. chouette. Il y a une belle interview coupée sur votre Instagram que j'ai trouvé très, très cool. C'est monsieur qui roule en Kangoo, c'est ça? Ouais, c'est François Lemarchand qui est le fondateur de Nature et Découverte et qui est un type assez Success incroyable, moi, story exceptionnel. qui m'a toujours énormément inspiré et qui effectivement roule aujourd'hui en Kangoo et a une espèce de simplicité, d'honnêteté, que je trouve absolument génial, qui est hyper inspirant et comme quoi on peut réussir à construire des belles et des grandes aventures, des C'est combien réussites déjà? économiques. Ouais, c'est combien Nature et Découverte en taille, chiffre d'affaires à peu près, en nombre de salariés, c'est quoi? Je saurais pas te dire exactement. Moi, tu vas continuer, je vais regarder Tu rapidement vas sur regarder. Internet pour la communauté. Mais tu me poses une colle, je pense que c'est autour de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça appartient aujourd'hui à Fnac Darty. Et je pense que je dis pas de bêtises en disant Ouais. ces deux Et informations. donc, Mais en tout cas, c'est pas tellement pour parler de nature découverte, mais en tout cas de parler de la philosophie des Le Marchand qu'on a rencontré notamment pour le festival Chiloé. J'avais invité François et Antoine à venir, à intervenir pendant le festival, etc. Donc c'était une super rencontre. Et moi, très vite, je me suis dit, mais ça sera les meilleurs actionnaires, les meilleurs partenaires pour Chiloé. Si tu veux, à plusieurs reprises, on a eu des possibilités de lever des fonds, de faire un certain mhm. nombre de choses très chouettes, souvent avec des offres encore mieux disantes que celles peut-être qu'on a acceptées et qu'on a faites, etc. Mais là, on s'est retrouvé avec les Le Marchand. C'est que finalement, on est là pour les 30 prochaines années. Donc, on va prendre le temps qu'on fait. Et on sait qu'avec Chiloé, on peut faire plein de choses. Et ça, moi, je crois aussi beaucoup Comment à tu ça. les rencontres? Parce que
Donc là, si on reprend une newsletter, ça commence à bien fonctionner, quelques petits, le website. Tu nous as pas raconté aussi le guide vendu à 400 000 exemplaires, c'est ça? Le Au guide, moins. au moins. Le guide de la micro-aventure Ouais, parisienne, c'est ouais, ça? ouais. Superbe réussite. Puis bon, ça continue gentiment. Et donc là, tu arrives à un moment où il y a les voyages, les micro-aventures. Où est-ce que les Le Marchand arrivent dans tout ce bazar? Comment est-ce que tu les rencontres? Parce que on sait que les aventures, les belles aventures, sont des aventures humaines, c'est avant Ouais. tout les rencontres. Mais où est-ce que tu rencontres? Ben, tu vois, c'est marrant. Les plus beaux voyages sont ceux à côté de chez soi. Je crois que les plus belles rencontres sont celles aussi, j'allais dire à côté de chez soi, où en fait elles sont souvent plus proches que ce qu'on pense. Le fait d'avoir une newsletter avec un peu plus de 50 000 abonnés, avec des engagements et une récurrence absolument incroyable de notre communauté, bah, il y avait dans cette newsletter François et Antoine Lemarchand qui la lisaient. Et donc on a échangé comme ça là-dessus. Ils étaient Alors lecteurs. attends, t'es dans la base d'email là et tu te balades et tu Même vois pas, Le on se Marchand. baladait pas. Alors au début, si j'ai beaucoup fait ça, je me souviens que je pense que les 18 premiers mois, j'étais capable de te citer tous les soirs les gens qui étaient inscrits dans la newsletter. À l'époque, ça représentait entre 25 et 50 personnes tous les jours qui s'inscrivaient. Je pense que tu pouvais m'interviewer le soir, j'étais capable de te dire qui s'était inscrit. Et donc forcément, avec certains emails, je voyais arriver des marques, par exemple Patagonia, pour citer Mhm. eux, je voyais arriver des personnalités dont je tairais le nom, etc. Donc tu trouves Attends, ça pourquoi assez tu veux incroyable. c'est... Non, non, mais parce qu'il y avait des... Tu dis, putain, c'est génial, ça peut être un grand entrepreneur, ça peut être un musicien, etc. Et je trouve ça assez incroyable. Et du coup, je pense que les Le Marchand se retrouvaient dans ce qu'on racontait. Et on a eu l'occasion voilà, de se rencontrer. C'est venu d'ailleurs de leur part. En se disant, mais voilà, racontez-nous un peu ce que vous faites Chiloé. Et en fait, en parlant à plusieurs reprises, on se dit, mais on a un alignement sur ce qu'on veut faire de Chiloé dans les prochaines années. C'est-à-dire que moi, la vision que j'avais de Chiloé, ils la partageaient. Et on s'est dit, mais attends, avec toute leur expérience, ben on va réussir à faire un truc sympa, quoi. Et puis moi, à ce moment-là, je pense que pareil, quand tu grandis, tu as effectivement besoin de moyens pour grandir, structurer un peu l'équipe, faire un certain nombre d'investissements importants pour les prochaines années. Et puis, tu as surtout en fait besoin de partenaires, quoi, tu vois, de coaching. En fait, c'est le truc le plus important. Je pense que d'ailleurs, on devrait tous monter des boîtes au début. Et moi, j'ai pas été très bon au début. C'est de faire un board. Direct, tu crées un board, tu peux mettre ta mère, tu peux mettre ton meilleur pote, ton frère. Mais en tout cas, tu fais un board qui est récurrent où tu pitches tes trucs, etc. Et les gars t'aident en fait. Ah bah tiens, mais moi je connais un tel, Parce etc. Est-ce qu'on que est tu as pensé vachement à faire seul. ça? On est Sinon, hyper on est seul. seul. Et Toujours d'ailleurs, à plus se on est faire des seul questions, encore et encore. et plus on prend du temps. On dit souvent, ensemble, on va plus loin, mais moi je dirais surtout quand on est seul, on prend du temps. Voilà. Euh, et, et donc, tu me dis rencontre avec Le Marchand, vous rencontrez une fois, ils viennent au Festoche. Ouais. C'était quoi ce festival? Mais En deux c'était mots. on a créé le festival Chiloé, qui est le premier festival de la micro-aventure à Paris. C'était en 2020, en septembre 2020. Et c'était pareil, une rencontre absolument incroyable. Je sais pas comment, mais on rencontre Yann Arthus Bertrand. Et alors là, tu me mets le doute parce que je sais. Il lisait la newsletter. Hein. Donc, et puis Mhm. j'ai dû probablement le contacter en disant, mais moi j'allais pas mal à la Fondation Good Planet le week-end. Je trouve qu'il y a des trucs assez incroyables. Et je pense qu'on le contacte un jour. On dit, mais Yann, C'est bien toi. c'est bien toi, Yann Arthus. Est-ce que tu nous passerais pas les clés de ta fondation Good Planet pour qu'on fasse un festival? Et en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Et il nous a dit, mais pas de souci. Quand est-ce Alors, que. premier email, Yann. Il Ouais, dit ouais, non, oui. non, Tu lui véridique. dis, c'est bien toi. Il dit oui. Tu me passes les clés, s'il te plaît? Passe-moi Oui. les clés, s'il te plaît. Il me dit, bah oui. Et en fait, ça s'est fait aussi simple que ça. Puis après, avec les équipes Good Planet, on a eu un bon fit. On a regardé une date sur le calendrier. Et je me souviens très bien quand je suis rentré au bureau, j'ai dit aux équipes, bah, sachez que je crois que c'était 18-19 septembre, un truc comme ça. Sachez qu'on a les clés de la fondation Good Planet. Là, va falloir assurer et il va falloir qu'on fasse un gros truc. Et à l'époque, les événements qu'on organisait, c'était 80-90 personnes ça pouvait être des aventures, ça pouvait être, on faisait des trucs de malade, on faisait des descentes de paddle sur la Seine, et on faisait aussi des Monopoly géants. On avait fait ça avec North Face dans Paris, c'était incroyable. Un Monopoly géant, on avait fait ça en partenariat avec On, North Face, c'était incroyable. on Tu peut trouver déposais les ton. images quelque part, parce qu'on les incrustera directement. Ah ouais, ouais, non, mais ouais, je sais pas comment on peut retrouver ça, mais alors ça, je me souviens, c'était génial. Les gens déposaient, il devait y avoir une centaine de personnes, les gens déposaient téléphone portable, etc. et tout. On leur filait des cartes et ils avaient juste un seul téléphone. Donc ils déposaient leur portefeuille, etc. Ils avaient un téléphone et ils devaient
aller faire des trucs genre se prendre en photo avec un chauve dans la rue, interviewer une personnalité, se prendre en photo devant la gare de l'Est. Et donc, c'est une espèce d'aventure incroyable parce qu'en fait, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, Mhm. et tu pouvais pas prendre le métro, prendre une trottinette, etc. Donc, tu devais demander ton chemin. Je sais plus ce qu'on avait fait avec le téléphone, mais je crois qu'on avait réussi à bloquer le seul téléphone qu'ils avaient. On pouvait envoyer des WhatsApp, donc ils pouvaient nous tenir au courant de ce qu'ils faisaient, mais ils pouvaient pas utiliser la géoloc. Donc, tu te retrouves dans Paris à devoir aller gare de l'Est sans rien, sans trop savoir où t'es, et je trouvais ça c'était génial. Ça pour moi c'est vraiment la vraie aventure. Euh, et on fait ce festival et pendant un an on se dit bah écoute c'est simple, allez s'il y a 5000 personnes on sera vraiment content. 5000 personnes c'est peut-être 2-3 fois ce que le monde qui vient le week-end à la Fondation Complète. Donc si on fait ça c'était un carton incroyable. Et c'était effectivement après le premier confinement avant le deuxième et coup de chat. Il a fait beau, on a eu des super partenaires. Des sponsors qui nous ont aidés en gros à créer ça. On a créé toute une scène avec plein de speakers. On a invité tous les gens qui nous inspiraient, des gens connus, des gens moins connus. Il y avait des activités, il y a des masterclass. Tu pouvais apprendre à faire des photos d'animaux, tu pouvais apprendre à monter un tipi, à faire du feu, etc. Il y a des trucs hyper simples, hyper sympas. Puis surtout, c'était la teuf. Il y avait de la musique. On a pas mal picolé le soir. On a fait tout génial. C'était vraiment top. Et, euh, et en fait, ce jour-là, moi, j'ai vraiment réalisé qu'on avait une communauté incroyable et qu'en fait, Chiloé, on serait là dans 30 ans. Et qu'en fait, cette communauté, on allait progressivement créer l'ensemble des produits et des services qu'elle nous demande. Et donc, on a un média, des idées, une agence de voyage, des expériences à des voyages. Demain, des produits utiles, essentiels, Ça et puis commence à des me faire lieux. penser à Nature et Découverte déjà, et puis pas mal à Patagonia. Ouais, et Patagonia, si tu voyais le temps qu'ils ont pris avant de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'était parce que Aujourd'hui, ça a été les gros concurrents avec The North Face dès le début, ouais, mais ils sont allés 10 fois moins vite. mais ils ont fait le choix Ouais. de surtout pas aller vers la croissance capitalistique à fond à Mm, l'américaine. mm. Ils ont quand même bien grossi, hein. C'est une boîte qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, Patagonia. C'est assez conséquent. Et on l'oublie, mais Ils ont commencé avec des mousquetons, c'est ça? Avec de ouais, la l'histoire grappe. d'Yvon Chouinard, il a fabriqué les équipements dont il avait besoin. Donc en fait, il faisait pas En des grimpe, c'est mousquetons, ça? mais exactement en escalade. Ouais, il faisait Les crochets, il faisait des pitons, ce genre de c'est choses ça. pour équiper les voies d'escalade. Et puis il a fini par se dire, mais en fait c'est marrant, tous les mecs qui utilisent mes pitons, ils ont toujours des vieux t-shirts ou des vieux tricks. Bah, en fait, il a fait un premier polo comme ça d'escalade. Et puis de fil en aiguille, c'est parti. Et à chaque fois, il a pris le temps, il est resté 100% propriétaire. Il a, voilà, comme un bouquetin, il a fait un pas après l'autre. Et il Il a savait qu'il serait continué là. aussi Et à puis après, kiffer. et il a kiffé. Et Let My People Go Surfing, Yvon Chouinard, je pense qu'à une certaine époque, quand il y avait des vagues à Ventura à côté du site, il était en train de surfer. Ce qui est Et ça, je trouve exceptionnel dans un ça. monde à la base où il n'y a pas de télétravail ou pas trop, c'est un autre monde. C'est pas le monde d'aujourd'hui où on a plus l'habitude Ouais, d'avoir ça des s'y prête ordi. plus, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens, C'était hyper pionnier quand c'était même. le Patagonia était la première entreprise, en tout cas aux US, peut-être dans le monde, à avoir une garderie pour les kids dans la boîte. Et en fait, c'était génial parce que du coup, c'était vachement plus simple aussi pour les collaborateurs qui déposaient leurs kids dans la garderie sur lequel tu avais des murs d'escalade et des trucs incroyables. Et en fait, entre une pause déj ou entre une réunion, ils allaient voir les kids et puis tu étais potes du coup avec les enfants, en fait, tes enfants étaient potes avec les enfants de tes collègues et du coup, il y avait une espèce d'esprit de famille incroyable. Je trouve ça génial. Enfin, bref, il y a eu plein de trucs assez incroyables en termes d'amélioration, pardon, de qualité de vie et de ce que tu peux faire au taf initié par Patagonia. Et depuis, c'est une boîte qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais je pense qu'il y a une réflexion sur Patagonia que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, Yvon Chouinard, il s'est rendu compte que ben, ça sert à rien en fait de freiner la croissance. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir de l'impact. Ma sensation, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, puis il vient plus beaucoup en Europe, mais ça, c'est d'ailleurs un rêve, j'espère réaliser dans quelques années, c'est pouvoir avoir la chance de discuter avec lui. Euh, il s'est dit, mais en fait, pour avoir de l'impact, je pense, hein, bah, il faut être puissant et il faut être gros. Et donc, en fait, aujourd'hui, Patagonia, on est en gros une boîte qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, déjà reverse énormément, tu vois, aux associations, etc., ou à la promotion d'actions environnementales, engagées, etc. Et en fait, il a vachement plus voix au chapitre en étant Patagonia qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires qu'en étant Chiloé qui en fait un petit peu moins, quoi. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. Oh là là. Est-ce que tu veux nous raconter donc après? Donc t'as les Le Marchand, si on reprend notre petite histoire. Ouais. Super festoche. Ensuite tu les rencontres. Euh, Vous levez. C'est quoi l'histoire derrière? Vous dites quoi?
C'est quoi la vision sur laquelle vous dites, bon, ça vaut vous mettez 2 millions, vous mettez 20 bars et on y va? Bah, factuellement, l'année dernière, elle était complexe. Quand tu organises des aventures dans la nature et que il y a le Covid, que les gens sont confinés et que voilà, c'est un peu compliqué pour faire ton job. Il y a un moment donné, notre mission, nous, c'est de mettre tout le monde dehors. Rappelle-toi, les premiers confinements, c'était personne dehors. Donc déjà, tu te dis merde, là, il y a un truc qui va coincer. Et donc, on a eu une année très compliquée parce qu'on n'a pas pu faire le métier comme on le voulait. Et à ce moment-là, on s'est dit, putain, quand même, il va falloir qu'on ait besoin d'un petit coup de main pour passer cette tempête. Mais pourtant, on savait que ce qu'on faisait, c'était le bon truc, qu'on était au bon endroit, au bon moment, etc. Et d'ailleurs, on a beaucoup de concurrents ou d'initiatives qui ont été créées, notamment pendant cette période un peu de Covid-19. Finalement, on a vu arriver aussi beaucoup de gens, organisateurs de séjours, d'expériences en France, de médias autour de la transition écologique, autour des idées aussi qu'on véhicule. Donc en plus, on se faisait vachement challenger. Puis on a vu arriver des gros, je pense à des Décathlon, je pense à des Voyageurs du Monde, etc., qui sont tous arrivés sur la micro-aventure. À l'époque, on était tout seul, on parlait de micro-aventure, les gens disaient, ah, c'est marrant, Chiloé, c'est la micro-aventure. Puis à bout d'un moment, tu tapais micro-aventure sur Google et il y avait tous les gros acteurs. Et tu te dis, mais en fait, comment moi je peux exister? Et on s'est dit, on va trouver le bon partenaire pour ça. Et je t'ai dit, en quelques calls, tu sais, moi je crois aussi beaucoup à ça, quand tu rencontres quelqu'un, tu as une première impression au bout de 5 minutes. Et cette impression, elle sera toujours la bonne. En fait, il faut qu'on fasse confiance à nos guts. Et très souvent, on vit dans un monde où en fait, on passe notre temps à dire non, mais non, attends, t'es un peu dur sur ton jugement, tu devrais attendre. Et puis, il était peut-être pas dans le bon mood, puis toi aussi, t'étais peut-être pas ouvert, etc. Moi, je crois qu'à mes guts. Les 5 premières minutes que j'ai passées à discuter avec François, puis avec Antoine, je savais que c'était les bons partenaires pour la suite de l'aventure Chile. Donc après, mon job, ça a été de leur courir après et de leur raconter des belles histoires et puis de construire la suite ensemble et de me faire confiance et de nous faire confiance. Et donc c'est comme ça qu'on a mis ce beau partenariat qu'on a annoncé effectivement il y a quelques semaines. Mais j'aime bien dire en fait tout change, rien ne change. Encore une fois, on est là pour les 30 prochaines années. On va pas faire des grands changements. On a déjà tellement de choses sur lesquelles on a envie de s'améliorer. Mais tu vois, moi je trouve ça mon grand kiff du moment à l'époque, c'était d'écrire des newsletters et d'avoir des retours de nos lecteurs qui me disaient putain génial, j'ai adoré cette idée, je suis allé faire tel truc, j'ai acheté ce bouquin que j'ai trouvé passionnant et tout. Aujourd'hui, mon kiff, c'est d'arriver le lundi matin au bureau et de voir les retours des gens qui sont partis dans la nature. Tu vois, aujourd'hui, il y a entre 150 et 400 personnes qui partent tous les mois avec Chiloé dans la nature. C'est-à-dire que tous les week-ends, il y a un paquet de monde dans la nature avec Chiloé. Et avec les captains, les guides qui les accompagnent, etc., avec qui tu vois, on crée les expériences, on crée les séjours. Bah, mon kiff, c'est de lire les expériences et les histoires, en fait. Finalement, on donne les clés et les gens, ils écrivent les histoires qui vont avec, quoi. Mais on voit que ça t'anime. On voit que c'est un Mais truc. c'est chambé, c'est chambé. C'est chambé et c'est du taf parce que en fait, envoyer des gens dans la nature, putain, qu'est-ce que c'est complexe. C'est du Et taf. j'ai une admiration incroyable pour les guides, pour les. Et t'as dit un truc là juste avant. Je voudrais qu'on revienne dessus. 2020, notre mission c'est de foutre tout le monde dehors Ouais. et on a dit tout le monde à l'intérieur. Tu sais que tu tiens le bon bout. Tu sais qu'en fait ce que tu es en train de faire ça fonctionne. D'ailleurs, je t'ai pas demandé à quel moment tu t'es rendu compte que Chiloé ça fonctionnait. Souvent, il y a quand même une période où ça ne fonctionne pas. Là, ça a l'air d'avoir pris assez vite. Mais donc là, si on en revient à ce moment-là, mars 2020, voire même tout 2020, on sait pas trop ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas bon pour la micro-aventure et pour les dehors. Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est quoi ce moment quand c'est dur? Ça ressemble à quoi? Parce qu'en fait, on parle depuis tout à l'heure et je pense que n'importe qui nous écoute ou nous regarde se dit ah, ils sont bien marrants, mais ils font ils font un taf génial. Tout le monde a envie de faire ce genre de Ouais. boîte et c'est cool. Mais c'est quoi l'autre côté? Bah, en 2020, j'ai une équipe de 6 personnes. On est parti pour faire 300 000 euros de chiffre d'affaires sur le média. C'est-à-dire que nous, on a des partenaires, on fait du brand content. Tu connais assez bien ça. Ça peut être en marque blanche, en marque grise. En tout cas, après, nous, ce qui nous éclate, c'est de trouver les bons partenaires et de raconter des histoires qu'on a envie de raconter auprès de notre communauté. Euh, et à ce moment-là, ben, tous les budgets marketing sont gelés pour la plupart des boîtes qui se prennent aussi la crise et se disent, mais en fait, à quelle sauce on va être mangé? Donc, d'un coup, on voit notre booking de business qui tombe. Notre job, c'est d'inciter les gens à aller dehors et en fait, on est tous confinés. Donc, qu'est-ce qu'on va raconter à notre communauté? Je veux dire, il y a un moment donné, on a switché notre ligne éditoriale et on a tout changé, nos réseaux sociaux, notre newsletter, c'était personne dehors et on donnait des idées pour que les gens restent à la maison. Comment tu fais en sorte de parler de nature et d'aventure quand les gens sont chez eux? Alors, tu peux parler des bons films, Vous d'aventure. avez 3 heures. Et 3 heures, tu peux parler d'ouvrir la fenêtre et de reconnaître les bruits des oiseaux. Tu peux parler des étoiles.
tu peux parler de comment reconnaître les feuilles des arbres. En fait, comment tu essaies de parler de ces sujets-là, à un moment donné, les gens sont au fond hyper dispo. Parce qu'à ce moment-là, grosso modo, tout s'était arrêté. Et donc, d'une certaine manière, ils étaient hyper dispo pour qu'on leur parle de ces sujets-là. Euh, mais alors, pour le coup, ils attendaient pas de nous des idées pour aller dans la nature, tu vois. Donc là, on avait un super site et on avait fait un guide Paris qui était les 150, le guide Paris qu'on avait sorti un an plus tôt, c'était les 150 idées de micro-aventures de ouf à faire à moins de 3 heures de Paris. Déjà, ce truc-là, ils n'avaient pas de raison de l'ouvrir, quoi. Si a priori, ils sortaient pas de chez eux. Mm. Donc c'est un moment compliqué en termes de business, en termes de cash, clairement. Tu perds Tu du dors la nuit booking, à ce tu moment-là perds des ou clients. ça se Non, passe tu quand dors même? pas très bien. Tu dors pas très bien. Moi, en vrai, ça a été une année hyper complexe. J'ai pas bien dormi. J'ai eu ma fille d'ailleurs cette année-là. Et je me rends compte que ça a été très dur. Ouais. Et puis, tu as tes équipes en télétravail. Tu vois plus tes équipes. Tu dois te réorganiser avec tes équipes. C'est-à-dire qu'en fait, comment tu arrives à recréer du lien, etc. Et tes équipes, elles ont tous aussi leurs problèmes perso. Elles ont des inquiétudes par rapport à leur famille, par rapport à la santé, etc. Et tout. Donc, tu commences vraiment à gérer une boîte dans des conditions assez merdiques et très difficile. Et attends, et nous, on était une toute petite structure. Donc, je veux dire, moi, je gérais un tout petit périmètre et un tout petit peu de difficulté. Quand je vois ce que d'autres ont eu à gérer, c'est considérable. Mais on a une année difficile et je me dis, bah, pour sortir de cette année. Et attends, et pourquoi? Te poser une question. À quel moment on se dit, mais en fait, Chiloé, on est au bon moment, au bon endroit? Ben, en fait, on se dit, le Covid, il n'est pas arrivé, il est pas arrivé de nulle part, en fait. Je veux dire, la prise de conscience que nos modes de vie sont assez déconnants, qu'un virus parti d'Asie peut paralyser le monde. Et puis surtout, on se rend compte que pendant ce confinement, les gens, en fait, ils vont vachement mieux. Ils sont plus apaisés, ils commencent à réaliser qu'en fait, on peut bosser un peu plus de chez soi. Ils mettent quand même un peu la tête dehors pour ceux qui pouvaient sortir. Je sais pas, je pense que les gens réalisent, de se dire, en fait, finalement, les gens quittent Paris pour ceux qui avaient envie de quitter mais qui trouvaient pas le Mhm. déclencheur. Les gens simplifient un peu leur vie, etc. Les besoins, en fait, t'as plus beaucoup de besoins quand tu peux plus voyager, plus consommer. Ouais, c'est vachement. Donc ça a fait du bien à tout le monde. Et à ce moment-là, on se dit, mais en fait, nous, on a une vraie réponse à apporter là-dessus. Et tu vois, notre mission aujourd'hui, c'est, c'est un peu le claim, mais ce que j'aime bien, c'est en gros, s'évader du quotidien n'a jamais été aussi simple. J'aime bien cette phrase de se dire, nous, chez Chiloé, on permet de s'évader du quotidien. Et en fait, surtout, qu'est-ce qu'on permet chez Chiloé? On permet d'accéder à un mode de vie plus proche de la nature, plus simple et plus local. Et tu vois, c'est ça, derrière la micro-aventure, c'est un concept. L'aventure, c'est, ouais, aujourd'hui, on vend, on organise des séjours en France, mais c'est un mode de vie, en fait. En remettant de la nature dans ton quotidien, en voyageant à côté de chez Donc soi, c'est une finalement, ce vraie moment-là qui réponse. était, c'est ce qu'on dit de toute façon, toute crise Ouais. est une Et du coup, accélération, bah, est un effectivement, du coup, accélérateur. c'est pour ça qu'en Donc fait, c'était parfois, je me dis dur qu'on sur a le pris, moment. on a pris vachement de temps. Quand, en fait, tu prends vachement de temps à créer une aventure quand tu te prends un an et demi voilà. Donc, on était très média. Bah, paradoxalement, le média avec toutes les partenariats qui tombaient un petit peu à l'eau, ça a été compliqué. On a vu aussi arriver vachement de concurrents. Tu vois, à un moment donné, on était un peu les seuls à parler d'aventure locale. Les gens disaient non, mais vous êtes marrant, Chiloé. Les gens, ils continueront à prendre des avions à l'autre bout du monde plusieurs fois par an. Je veux dire, ça va. Mhm. Et puis c'est sympa, la frugalité, la Hmm. sobriété heureuse, Le etc. Mais c'est pas notre minimalisme, truc. voilà, c'est bien mignon. Minimalisme, c'est marrant, etc. Mais moi, je continue. Puis en fait, bah non, on s'est rendu Tu t'es compte que pas dit à un c'était moment une vraie donné, ouais, aspiration. finalement, c'est peut-être qu'une tendance, comme tout. La surconsommation, c'est une belle tendance aussi, mais tu vois, un peu à la Netflix, qui mise tout sur les tendances. Tu vois, ils sortent leur gros carton, comment ça s'appelle? C'est pas Conspiracy, c'en est un autre, mais qui est d'ailleurs un peu plus, comment dire, euh, qui crée un peu plus de désordre, puisque ils finissent par dire qu'en gros, si tu es sportif et que tu es vegan, tu peux être un peu plus, t'es plus fort. Et donc, est-ce qu'ils surfent sur des tendances, mais est-ce que ça finit par être que des tendances ou pas? Même chose, justement, par ce truc de, ok, on va rester plus local. C'est vrai que c'est une tendance de fond, mais Hmm. est-ce que c'est une vraie tendance ou pas? Ben là, je À ce crois que moment-là, tu me dis quoi? là, on parle plus vraiment de tendance en fait. Si t'as un peu de conscience écologique et de compréhension un peu du monde dans lequel on vit et où est-ce qu'on va, c'est pas une tendance que de bouffer local, que de diminuer considérablement la viande pour ne pas dire l'arrêter, et de transformer et de modifier la manière dont tu Hmm. voyages. Donc Évidemment, là, on parle plus de tendance de marché, c'est-à-dire peut-être de regarder en ouais, fait ouais, ce ok, qui va. pardon, non, mais t'as raison. C'est Ah vrai que oui. moi, je raisonne moins en termes de tendance de marché qu'en termes de philosophie. Mais Non, non, mais philosophiquement, non, non, c'est plutôt en termes de tendance de marché que si on reprend ce que tu dis, non, mais vous êtes bien mignon, la Chiloé, mais en vrai, les gens vont continuer à prendre l'avion pour aller au bout du monde parce que
c'est kiffant d'aller voir la Thaïlande plutôt que le fin fond du Vercors. C'est plus ça. Eh ben nous, on se dit notre job déjà, ça va être de rendre le Jura aussi sexy que le Costa Rica. Donc déjà, si on fait bien notre job, les gens vont se dire, putain, finalement, on n'avait pas pensé dans le Jura, mais c'est sympa, pourquoi le Costa Rica? Et puis nous, on apporte voilà, une vraie solution. Certains, dans l'alimentation, apportent une solution bio et locale. Nous, on se dit, on va apporter une solution concrète qui te permet de voyager. En fait, c'est quoi l'essence même du voyage? C'est de déconnecter, de changer, de couper du quotidien, de rencontrer des gens inspirants, d'apprendre des choses, de revenir en fait Mhm. un peu les idées au clair. En fait, tu peux faire ça à côté de chez toi. Bien sûr, des voyages à l'autre bout du monde, c'est génial parce que à ce moment-là, tu as une autre culture. Mais en fait, moi, les plus belles vagues que j'ai surfées, c'était dans le Finistère, hein, c'était pas en Asie. Mes plus belles sorties en ski de rando, c'était à 45 minutes de la maison à Annecy. C'était Mhm. pas le ski que je suis allé faire en Amérique du Sud, au Chili, il y a quelques années, tu vois. Donc en vrai, je pense que voilà, je pense que la tendance à l'époque, c'était comme Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot et ceux qui prenaient un guide du routard, aller à l'autre bout du monde. C'est plus une aventure. L'aventure aujourd'hui, c'est de changer un peu son regard sur ce qu'il y a autour de chez soi et c'est d'aller Mhm. voyager à côté de chez soi. Et je m'étais noté, Chiloé, c'est un peu réenchanter la France. Ouais, c'est marrant, je crois que c'est le slogan de la BPI. Je me souviens, à un moment donné, j'avais vu Vraiment. sur des grands trucs dans le métro, il y avait écrit la BPI, l'aventure, c'est la France. Ah, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, putain, on aurait carrément pu prendre ce slogan. Mais ouais, c'est de réenchanter la France. Mais tu vois, au-delà de réenchanter la France, on va pas être chauvin, c'est hyper important d'aller voir d'autres cultures, d'aller dans d'autres pays, etc., d'aller se nourrir et tout. Mais moi, ce que je dis juste, c'est qu'en fait, le modèle de consommation et de vie dans lequel on est en ce moment, c'est Un pas peu une cassé. il est cassé, quoi. Un peu. Et un peu, beaucoup cassé. Et que bah en fait, juste, il y a des mots-clés, tu vois, mais j'aime bien la frugalité, j'aime bien la simplicité, etc. En fait, c'est moins mais mieux. Mais c'est vrai pour tout, tu vois. Si tu picoles un petit peu moins dans la semaine, mais mieux, c'est top. Si tu vois un petit peu moins de monde, mais les meilleures personnes, c'est pas mal. Si tu fais un petit peu moins l'amour, mais mieux, c'est pas mal aussi. Si tu consommes un peu moins... En vrai, tu vois, ça marche pour tout, quoi. Et moi, ça, je trouve ça assez génial. C'est quoi ta pire nuit blanche à ce moment-là? Bah, Pour... ma pire nuit blanche, il y avait à la fois le fait à un moment donné de pas payer les salaires. Ça, je pense qu'en toi, on l'a tous eu quand tu es entrepreneur, etc. Mais Et ça t'est arrivé ou c'était juste une ouais, peur? ouais, à plusieurs reprises, on pouvait pas payer les salaires le mois d'après. Donc t'étais un peu en panique. On est une petite Mhm. équipe, on avait 6 personnes à l'époque. Il y a ça. Je crois qu'en fait, presque ma plus grande peur, c'est de me dire, mais putain, je me suis battu quand même malade pendant 3 ans. Ça va pas s'arrêter maintenant. C'était ça, en fait, ma trouille. C'était de me réveiller au milieu de la nuit et de me dire, mais je suis une merde, quoi. J'ai pas réussi. Et tu vois, donc la peur de l'échec, c'était ça, moi, la trouille. C'était en fait de me dire, mais putain, mais est-ce que mes potes, ils vont me prendre pour une merde? Est-ce que ma femme, elle va pas se dire, putain, ma Ferdi, il a pas réussi? Moi, vraiment, j'ai vraiment toujours eu cette trouille. Et je l'ai encore, tu vois. Et je pense que c'est ce qui m'anime, etc. C'est que je pense que j'ai aussi besoin, moi, du regard, de l'approbation. Et je me nourris du regard des autres. Il faut pas trop le faire, mais je pense qu'en tout cas, moi, hélas, je suis comme ça. Euh, et donc, à ce moment-là, ouais. Moi, ma panique, c'était de pas réussir. En fait, c'était d'arrêter un truc. Je me disais, mais pourquoi je me suis battu pendant 3 ans? Moi, j'ai divisé par 3 mon salaire. Euh, j'ai bossé mais des nuits entières. En fait, dire, quand tu te retrouves à organiser un festival de 5000 personnes, euh, quand tu es une toute petite équipe avec des budgets réduits au milieu du Covid, je veux dire, tu dors pas non plus beaucoup. Comment tu fais en sorte quand... Et aujourd'hui, tu vois, je te dis, on envoie quasi 400 personnes par mois. Il faut dormir, il faut avoir les reins solides aussi, il faut dormir parce qu'en fait, il peut se passer pas mal de trucs. Mhm. Bah, en À fait, ce moment-là, c'est quoi ton moteur? Vraiment, justement, tu te dis, c'est dur, il y a un peu une part, forcément, d'ego dans l'entrepreneuriat. C'est pour te le prouver à toi-même puis aux autres. Tu veux pas avoir fait tout ça pour ça. D'un autre côté, tu as quand même quelque chose d'assez objectif, c'est de la donnée, des choses qui te prouvent que la communauté, elle est là, elle est forte. Ok, on comprend pas le marché, ok, économiquement, c'est compliqué, mais en revanche, les gens ouvrent toujours la newsletter, ils sont toujours chauds. C'est quoi ton moteur à ce moment-là pour te dire, là, faut que je me relève tous les matins, parce que ça va être long, on sait pas ça va durer combien de temps. Je vais pas payer tous les salaires ce mois-ci. Comme, pourquoi je me lève ce matin? bah, le moteur, c'est les témoignages de gens que je rencontre, de lecteurs, de gens de la communauté qui me disent, mais en fait, continuez, vous me faites du bien. Je vous kiffe. Je vous kiffe. Ça, c'est la phrase que je préfère. Je vous kiffe. Et j'adore aussi quand on nous dit, là, je suis pas d'accord ou c'était moins bien. Mais moi, je l'ai fait parce qu'en fait, on a créé un mouvement. C'est d'abord un mouvement de Chiloé. Alors oui, on a écrit un bouquin et comme on l'a fait en auto-édition, on a perçu 80% de la valeur et donc ça a mis pas mal de beurre dans les épinards.
On a fait de l'événementiel, quand je te parlais de North Face, de Patagonia ou de Picture avec des marques outdoor, on faisait des événements. Et donc, pareil, là-dessus, on était une agence événementielle, on gagnait de l'argent. Mais ça n'a jamais été mes moteurs, en fait, de gagner du pognon. Parce qu'en fait, je pense que si tu crées un truc qui a du sens, déjà, il y a un moment donné, ça finit par payer. Et si tu es patient et si tu sers un peu t'as les reins solides, etc., ça finira par payer. Mais le moteur, c'est de rendre compte que tu as de l'impact sur la vie des gens. Et ça vraiment, c'est mon plus grand moteur. Mais je pense que si toi, de la même manière, les conseils ou les contenus que tu crées ont de l'impact, permettent à des gens de passer à l'action, de changer de vie, d'être entrepreneur, putain, mais qu'est-ce que c'est kiffant, quoi. Et Qu'est-ce que c'est ça beau. vaut mais toutes les feuilles de paix du monde. C'est un truc de Et aussi malade. toutes les nuits blanches du monde. Et aussi toutes les nuits blanches du monde. Ouais. Mais bon, quand tu passes du temps dans la nature, en fait, tu dors mieux. Ça, j'ai remarqué aussi. C'est que je pense que j'aurais jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Et attends, encore une fois, ça fait que 4 ans qu'on fait ça et tout. Je l'ai raconté dans un article l'autre jour sur Chiloé. Et Chiloé, à la base, c'était une marque de vêtements outdoor créée avec un de mes meilleurs potes, Vianney. Puis on a basculé en se disant, mais en fait, on veut faire des vêtements outdoor pour inciter les gens à aller dans la nature. Mais en fait, on va d'abord inciter les gens à aller dans la nature via des idées, des expériences, puis peut-être qu'un jour on les équipera. Tu vois, déjà, il y avait un petit switch. Pourquoi on créerait une nouvelle marque? Euh, et en fait, on a fait un paquet de switch. J'ai changé d'associé. Il y a eu des moments plus simples, plus durs et tout. Mais ouais, en fait, de sentir que tu as de l'impact dans ce que tu fais, je trouve ça Et, phénoménal. et, et d'ailleurs, je vais le faire sans transition. Donc, on parle quand même de mettre des gens dehors, Mm. pour revenir finalement un, un peu à notre, je vais pas dire à notre état sauvage, hein, ce serait un peu trop loin, mais un peu cet appel sauvage, tu vois, Ouais, comme ouais. dans Jack London. Et, et d'un autre côté, il y a le métaverse. Donc, il y a des gens Ouais. qui veulent, eux, c'est pas partir à côté de chez eux, c'est carrément pas partir du tout de chez eux, c'est d'aller ailleurs tout en restant là. Ouais. Comment est-ce que tu décryptes cette tendance? Est-ce que c'est une tendance de fond? C'est quoi ton avis dessus? Il n'y a pas Euh, de bonne ou mauvaise réponse, hein. ouais, bien sûr. Bah, je m'instruis, je me cultive, je regarde, etc. Je pense que ça fait pas partie des tendances que je suis le plus et je suis encore une fois hyper hands-on sur ce qu'on fait. Mais moi, je crois pas beaucoup à ça en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les clés du bonheur, c'est plutôt l'inverse, c'est d'aller vers plus de simplicité, vers plus d'échanges, vers plus de contacts et tout. Et donc, je suis pas hyper excité par tout ce que je vois là-dessus. Donc, ça fait un peu vieux briscard ou vieux con de dire ça. Mais tu vois, même me dire, les seuls trucs qui, je pense, peuvent être intéressants là-dessus, ça peut être l'apprentissage depuis chez soi. C'est-à-dire, en fait, comment je peux vivre des situations en étant chez moi dans l'optique d'aller les vivre ensuite dans la nature. Mais si c'est pour remplacer la vraie vie, je trouve ça assez dramatique. Euh, c'est au fond très excitant et très taré d'imaginer ça, hein, parce que effectivement demain tu vas à mon avis pouvoir aussi faire des rencontres, te marier dans le métaverse, faire des super voyages, vivre des expériences de ouf, Mhm, faire des figures en surf absolument incroyables que tu mhm. n'aurais jamais fait dans la vraie vie. Euh, mais voilà, moi je veux continuer à être un acteur des petites choses simples de la vie qui sont d'aller dehors entre potes et de sentir quand tu te couches le soir, il y a un truc, tu sais, quand tu fais du sport. Alors tu vas te dire, tu vas pouvoir faire du sport demain dans le métaverse et tu vas générer tu as des amphétamines, des trucs qui vont te... Mais voilà, moi, les petits papillons dans le ventre que tu as quand tu vis une expérience incroyable, quand tu t'es retrouvé en haut du 4000 avec tes frères. Quand tu as fait l'effort et qu'en fait, après cet effort, Il y a une histoire d'effort aussi, mais en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, t'imagines, Gabriel, en gros, demain, tu vas pouvoir aller revivre le 4000, faire un nouveau 4000 avec tes frères en étant chez toi. Et je suis sûr que tu vas avoir des petits papillons dans le cœur parce que tu vas avoir dans le regard de tes frères, etc., un truc de ouf. Mais il y aura peut-être pas effectivement l'effort. Ouais. l'effort et Mm, les petits pas, oui, mais ce qui va les caractériser et les définir, c'est que ça demande un effort. mm. C'est un peu pourquoi tout le monde fait un 4000 à pied et pas en hélico, alors qu'a priori, on pourrait y aller en hélico. C'est vrai. Il n'y a aucun intérêt pour le dépassement de soi, l'accomplissement.
Bah, du coup, je suis curieux de voir effectivement quel va être le niveau d'accomplissement quand tu vas faire un 4000 dans le métaverse. Bonne question. Ça, je te poserai la question dès que j'aurai un expert, je te jure que je pose toutes les questions que je. Ah, putain, j'adorerais. Ouais, ouais, ok. Je te propose de passer à la fin de l'interview. Mhm. C'est le moment où je te pose quelques questions de suite. Puis le but, c'est de répondre le plus succinctement possible. Ouais, ça marche. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, les 3 livres que t'as le plus offert, ou les 3 livres qui t'ont le plus influencé. Ouais, alors je dis souvent les mêmes, mais Let My People Go Surfing d'Yvon Chouinard, En explorateur de la famille Le Marchand. Et dernièrement, j'ai adoré un livre de Paolo Conetti qui s'appelle Les 8 montagnes et dont je parle beaucoup. Les 3 podcasts, médias, magazines, blogs, forums, peu importe, que tu suis le plus pour apprendre. J'ai longtemps écouté ton podcast, je dois dire, et que j'aime beaucoup. J'essaie de chercher des histoires dans les podcasts. J'ai longtemps écouté Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, que j'aime beaucoup. J'écoute un petit peu moins. Euh, je cale un peu là-dessus. C'est qu'en fait, je me retrouve pas aujourd'hui dans certains médias, certains podcasts. Mais voilà, les podcasts, moi j'aime bien les histoires. Alors je ne savais pas t'en citer, mais j'adore écouter un podcast en bagnole ou en m'endormant avec une histoire. Mais moi j'adore les histoires au sens de faits qui se sont passés dans l'histoire, d'histoires décryptées. Ouais, voilà. Genre documentaire historique ou des choses comme Plutôt ça. documentaire historique, ouais. Ça j'adore. Ta destination préférée? Bah, moi j'adore la Bretagne. Je trouve que c'est le plus beau pays du monde. En plus, c'est pas très loin de la France, donc c'est génial. Ta micro-aventure préférée dans votre catalogue? C'est une bonne question. Là, comme ça, tout de suite, il y a une super aventure de ski de rando au pays de la Meige, 3 jours, qui est un truc assez incroyable avec un guide assez génial qui s'appelle Raphaël. Ça, j'ai très envie d'y aller, je suis pas encore allé. Comment tu progresses tous les jours? En s'entourant de gens qui sont beaucoup plus balèzes que toi. Ta routine préférée pour commencer la journée? Euh, c'est d'aller surfer. Ça, c'est quand j'habitais plutôt à Barcelone. Sinon, c'est d'aller faire un trail ou de prendre mon vélo. Le produit en dessous de 300 euros sans lequel tu pourrais vivre? Putain, la question elle est complexe. Le produit en dessous de 300 euros sans lequel Tu ne pourrais vivre, ouais. je ne Bon, pourrais pas vivre. le meilleur produit en dessous de 300 euros. Putain, j'adore cette question. Un vélo. Bon, il y a des vélos plus chers. Et enfin, qu'est-ce que tu inviterais sur le podcast si tu étais à ma place? J'inviterais un type qui vient nous parler du métaverse et qui vient nous Mhm. expliquer comment et pourquoi le métaverse peut apporter. euh, Qu'est-ce que le métaverse va apporter aux gens et comment on peut parler de bonheur dans le métaverse. Enfin, en fait, comment on va mesurer le bonheur dans ce qui va se passer dans le métaverse. Alors, autre question. Qu'est-ce que tu inviterais sur ce podcast, toi que tu connais directement, dont tu pourras nous mettre par exemple en relation? Euh, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais bien que François Lemarchand il vienne sur ce podcast. Tiens. Ça pourrait Chiche. être chouette. Ah, je suis Chiche. sûr qu'il adorerait. Et vraiment, j'en serais super heureux. Allez, chiche. Ok. Je vais vous Chi- connecter. Trop bien. Ouais, comme ça. Dernière question. Tu te vois où dans 10 ans? C'est quoi Chiloé dans 10 ans? Putain, moi, je me vois à ta place, Gabriel. Avec un studio comme ça et tout, là. J'ai vu que À Paris, là? avec ta grande berline devant T'es sûr? devant le bureau. Euh, je me vois dans 10 ans. Je serais hyper heureux s'il y a en France 5-6 endroits hyper naturels avec des refuges Chiloé. Et je me vois habiter dans l'un d'eux. Quand je dis des refuges Chiloé, c'est plusieurs hébergements, mais dans un endroit. Voilà. Et moi, mon rêve, c'est de racheter une vieille station de ski, complètement à l'abandon, parce qu'il n'y a plus de neige, plus de remontée, enfin, en tout cas, plus de touristes, etc. Et de réinventer le tourisme dans cette station en le réadaptant aux saisons et pouvoir y habiter et recevoir du monde. Ça, c'est mon rêve. Et je le ferai. Tu I'll m'appelles do hein, quand it. ça arrive, hein. Putain, mais Ouais, je suis trop chaud. Je suis chaud patate. trop bien. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils et cette transparence. C'était trop cool. Ouais, et puis vraiment, je t'attends, Gabriel, très rapidement sur une aventure Chiloé.
On Et va en tous ceux qui discuter nous juste, écoutent aussi. juste après en Ouais, off ouais, avec l'équipe, etc. Ça pourrait être cool, ouais. ouais. Ciao. Merci à toi. Merci à vous. J'espère que vous avez appris plein de choses aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like et puis à partager. Ciao.